Elle a étreint un inconnu par erreur, le prenant pour son frère rentrant de mission. La gare entière s'est figée de terreur. Elle venait d'enlacer le chef mafieux le plus redoutable de la ville. Lui, pour la première fois depuis des années, a esquissé un sourire et a décidé qu'elle lui appartenait, qu'il la protégerait. Alessandro Moretti ne fréquentait plus les gares, du tout. Pas depuis qu'il avait gravi les échelons, des rues de Brooklyn jusqu'au sommet de la famille criminelle la plus crainte de New York. Mais, ce soir-là, la station Lexington Avenue représentait la sortie la plus rapide, après une réunion à Midtown qui avait mal tourné, et son chauffeur était bloqué à 20 blocs de là dans les embouteillages. La pluie s'abattait dehors, transformant la rue en un fleuve de feu stop et de klaxons de taxi. À l'intérieur, l'odeur du béton mouillé se mêlait à celle d'une foule oppressante. Alessandro traversait les environs comme un requin dans des eaux peu profondes. Son manteau de brossé carbone était impeccable, son visage ciselé comme du granit. 2 gardes du corps l'accompagnaient tels des ombres. Les gens s'écartaient, sans comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans le balayage de son regard sur le quai sans réellement voir personne. Marco, son garde du corps principal, murmura à son oreillette. « La voiture est à 3 minutes, patron. » Alessandro ne répondit pas. Son esprit était toujours dans cette salle de conférence, rejoint la négociation avec la famille Calibri. Ils avaient âprement revendiqué le territoire de Brooklyn. Il avait riposté avec plus de force encore. L'accord était conclu, mais la tension perdurerait pendant des semaines. Son téléphone vibra. Un message de son concilier. « C'est bon, pas de filature. »« Parfait. » Alessandro remit son téléphone dans sa poche et consulta sa montre. 21h47. Sa sœur serait furieuse qu'il ait encore manqué le dîner. Et puis, cela se produisit. Quelqu'un le percuta par derrière. Non pas une simple bousculade, ni un accident. Des bras s'enroulèrent autour de sa taille, dans une étreinte complète. Un visage se pressa entre ses omoplates, et une voix, essoufflée et chaleureuse, murmura contre son dos. « Tu es enfin rentré à la maison. » La gare ne se tut pas seulement, elle s'éteignit. La main de Marco vola vers sa veste. Le second garde du corps, Tony, pivota avec une précision mortelle. Les pendulaires se figèrent en plein pas. Une mère serra son enfant contre elle. Même le musicien de rue avec sa guitare arrêta de jouer. Alessandro Moretti n'était pas un homme que l'on touchait. Jamais. Il sentait ces hommes tendus comme des ressorts, attendant son signal. Un seul mot, et la personne qui l'étreignait serait à terre, encerclée, ou pire. Sa propre main s'était instinctivement portée vers l'arme à sa hanche. Mais il perçut alors quelque chose d'inattendu. Les bras qui l'entouraient tremblaient, non pas d'agressivité, mais de soulagement, de joie. Alessandro leva sa main droite, non pas vers son arme, mais paume ouverte vers ses hommes. « Repliez-vous » Marco semblait s'être vu confier la tâche de jongler avec des grenades, mais il ne dégaina pas. La mâchoire de Tony se serra, mais il recula d'1 demi-pouce. Lentement, Alessandro se retourna dans l'étreinte. La jeune femme recula maladroitement l'instant où elle vit son visage. Elle avait peut-être 20 ou 21 ans, trempée par la pluie malgré son arrivée récente, des cheveux sombres collés à ses joues, portant un sac à dos couvert de reçus de livres de bibliothèque et une veste tachée de café qui avait connu des jours meilleurs. Ses yeux, immenses et bruns, et alors emplis d'une horreur absolue, se fixèrent sur le visage d'Alessandro. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Oh mon Dieu, vous n'êtes pas... Je pensais que vous l'étiez. » Elle regarda au-delà de lui, cherchant désespérément, et Alessandro suivit son regard. Là, à 30 pieds de distance, un jeune homme en uniforme militaire était entouré par un couple plus âgé. Même silhouette générale qu'Alessandro, même manteau foncé, bien que de qualité bien inférieure. « Je suis tellement, tellement désolé !» bégaya la jeune femme, reculant d'1 pas supplémentaire. Ses joues étaient bien passées du pâle au cramoisi en quelques secondes. « J'ai vu le manteau et j'ai juste... Mon frère est déployé depuis 18 mois et je pensais... Dieu, je suis tellement idiote. » Alessandro la fixa. Il aurait dû dire quelque chose. Il était Alessandro Moretti. Il avait négocié des traités avec des hommes qui ordonnèrent des meurtres avant le petit déjeuner. Il avait fait face à des procureurs fédéraux et à des chefs rivaux sans ciller. Mais à présent, il ne trouvait pas les mots, car il ne se rappelait pas la dernière fois que quelqu'un l'avait touché avec chaleur plutôt qu'avec peur. La jeune femme continuait de reculer, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, je vais juste attendre. »« Attendez !» dit Alessandro. Sa voix sortit plus rugueuse qu'il n'aurait voulu. La jeune femme se figea comme un cerf dans les phares. Marco se tendit.
La main de Tony glissa vers sa veste. Alessandro éclaircit sa gorge. « C'est bon, une simple erreur. » La jeune femme cligna des yeux comme s'il venait de parler mandarin. Puis, elle hocha frénétiquement la tête, saisit les lanières de son sac à dos et courut pratiquement vers le quai opposé, disparaissant dans la foule se dirigeant vers le train du centre-ville. Le silence étira son étreinte pendant 3 secondes de plus. Puis Marco expira. « Patron, devrions-nous… » « Non, elle s'est approchée de vous directement. Le protocole dit… » J'ai dit non. Alessandro lissa son manteau, bien qu'il n'eût pas besoin de l'être. Son cœur battait plus vite que pendant la réunion avec la famille Calibri. C'était un accident. Nous devrions au moins obtenir ces informations, marmonna Tony. Elle a vu votre visage de près. Si elle parle, elle ne va pas parler. Alessandro observa l'endroit où elle avait disparu. Elle va oublier que cela est arrivé. Mais même en le disant, il savait que c'était un mensonge, car il n'allait pas oublier. Pas la façon dont elle l'avait serré dans ses bras, comme s'il était quelque chose de précieux. Pas la joie dans sa voix quand elle avait murmuré « Tu es enfin rentré à la maison ». Des mots que personne ne lui avait dit depuis 10 ans. Pas même la panique quand elle avait réalisé son erreur. Genuinement humaine et absolument sans malice. Pour la première fois depuis qu'il avait 15 ans, Alessandro Moretti rit. Ce fut un rire discret, à peine un gloussement, mais Marco et Tony échangèrent des regards comme s'ils venaient d'assister à un miracle. « Patron » osa Marco prudemment. Alessandro secoua la tête, souriant toujours, une expression qui lui semblait étrangère. « Allons-y, la voiture nous attend. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie, Alessandro jeta un dernier coup d'œil au quai du centre-ville. Elle était partie, avalée par la foule, la pluie et la ville qui ne s'arrêtaient jamais de bouger. Mais il avait senti quelque chose se briser en lui quand elle l'avait lâché. Un mur qu'il avait mis des années à construire. Et maintenant, la lumière filtrait à travers la brèche. Dans la voiture, Marco passa l'appel pour sécuriser leur route. Tony vérifia les messages de leurs contacts de rue. Alessandro regardait par la fenêtre striée de pluie le chaos scintillant de Manhattan. « Marco, dit-il doucement. »« Oui, patron. » « Découvrez qui elle est. » Les doigts de Marco s'immobilisèrent sur son téléphone. « La jeune femme, la jeune femme. » Patron, avec tout le respect que je vous dois, ce n'était qu'une gamine qui… Eddie découvrait qui elle est. La voix d'Alessandro resta douce, mais quelque chose en elle fit redresser Marco. Nom, adresse, profession. Je veux tout, mais je le veux discrètement. Personne ne l'approche, personne ne l'effraie. Compris, compris. Alors qu'il s'engageait dans la circulation, Alessandro aperçut son reflet dans la vitre. Il souriait toujours, dangereux. Ce sourire signifiait qu'il pensait. Penser signifiait distraction, et la distraction, dans son monde, signifiait la mort. Mais pour la première fois depuis des années, Alessandro Moretti n'en avait cure. « Tu es enfin rentré à la maison », elle l'avait dit pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'aide, il l'avait ressenti quand même. Le penthouse surplombait Central Park tel un royaume observant son territoire. Des baies vitrées du sol au plafond, du marbre importé, des meubles coûtant plus cher que la plupart des automobiles. Alessandro l'avait acheté il y a 5 ans, parce que son conseiller financier lui avait dit que c'était un investissement astucieux. Il n'avait jamais une seule fois appelé cet endroit « chez soi ». Maintenant, à minuit, il se tenait devant ses fenêtres, un verre de scotch qu'il n'avait pas touché, regardant la pluie ruisseler le long de la vitre. En contrebas, la ville brillait, pulsait et vivait. Ici, tout était silencieux, excepté le murmure du système de climatisation et ses propres pensées. « Tu es enfin rentré à la maison ?» Alessandro ferma les yeux. Il pouvait encore le sentir. Le poids de ses bras, la chaleur de sa joue pressée contre son manteau, la confiance absolue dans cette étreinte. Elle l'avait serré comme s'il était bon, comme s'il valait la peine d'être manqué. Personne ne l'avait touché ainsi depuis la mort de sa mère. « Tu es roi du noir !» Alessandro ne se retourna pas. Il avait entendu Sal Rousseau entrer par l'ascenseur privé, entendu les pas mesurés de son conciliaire traverser le marbre. Sal était avec lui depuis 15 ans, depuis qu'ils étaient tous deux de jeunes affamés courant les paris à Queens. Il était la seule personne en qui Alessandro avait une confiance totale, ce qui signifiait qu'il était aussi la seule personne à pouvoir voir Alessandro ainsi et à vivre pour en parler. « Je réfléchis », corrigea Alessandro. « La même chose pour toi. » Sal se dirigea vers le bar, se versa 2 doigts de bourbon. « Marco m'a appelé, a dit que tu avais eu une nuit intéressante. » Marco parle trop. Marco est inquiet. Il dit qu'une fille à la gare t'a attrapé, et au lieu de la faire fouiller pour des armes et l'interroger, tu l'as laissée s'enfuir dans la foule.
dit Sal, en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir. Ce n'est pas ton genre. Alessandro prit une gorgée de scotch, ça brûla en descendant. C'était une erreur, elle pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Les erreurs tuent des gens dans notre métier. Elle n'est pas dans notre métier. Elle a mis ses mains sur toi, en public, cela en fait notre affaire. La voix de Sal était calme, mais Alessandro y entendait l'inquiétude sous-jacente. Victor Kelly bat des gens partout. S'ils ont vu ce moment, s'ils pensent que tu as une faiblesse, elle n'est pas une faiblesse. Les mots sortirent plus durement qu'Alessandro ne l'avait voulu. Elle n'est personne, une étudiante qui a confondu le manteau de son frère avec le mien. Alors, pourquoi en parlons-nous? Bonne question. Alessandro se détourna de la fenêtre. Sal l'observait avec ses yeux perçants qui ne manquaient rien. Ni le verre intouché, ni la tension dans les épaules d'Alessandro, ni le fait qu'il était resté debout à cette fenêtre pendant 40 minutes sans bouger. « Tu penses que nous devrions nous occuper d'elle » dit Alessandro d'un ton monocorde. L'expression de Sal ne changea pas. Le protocole stipule que toute personne t'approchant de manière inattendue doit être contrôlée. Non, antécédent, association. Si elle est nette, nous la laissons partir avec un avertissement. Si elle ne l'est pas, il laissa la phrase en suspens. Non, patron. Non, articulai-je. Al Alessandro reposa son verre avec un claquement sec. On ne la touche pas. On ne l'effraie pas. On ne lui fait rien. Se pencha en avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alessandro s'approcha de la fenêtre une fois de plus, mais cette fois, il contempla davantage son reflet que la ville à l'extérieur. Des yeux sombres, une mâchoire ferme, un visage qui semait l'inquiétude même chez les hommes les plus aguerris. C'était le visage de son père, disait-on, bien qu'Alessandro eût œuvré sans relâche pour ne surtout pas lui ressembler. « Elle m'a enlacé, souffla-t-il, un silence pesant emplissant la pièce. « Quoi » demanda enfin Sal. « Elle m'a enlacé, pas parce qu'elle attendait quelque chose, ni parce qu'elle avait peur, ni parce que je l'avais payée ou menacée. » Les mains d'Alessandro s'y crispèrent, formant des poings serrés. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un m'a touché de cette manière, comme si j'étais un être humain? Le visage de Sal s'adoucit. Il connaissait Alessandro depuis suffisamment longtemps pour saisir ce qui n'était pas exprimé. Les années d'isolement, la distance calculée qu'Alessandro maintenait avec tous, l'édification de murs de pouvoir infranchissables autour de lui. « Patron, dit avec précaution, vous savez mieux que quiconque ce qui arrive quand les sentiments personnels interfèrent. Je n'interfère avec rien du tout. Je veux juste savoir qui elle est. Et ensuite ?» Alessandro n'eut pas de réponse à cette question. S'approcha, posa une main sur l'épaule d'Alessandro, un geste que presque personne d'autre n'aurait osé. « Écoutez-moi, vous êtes épuisé. Ce mois a été long avec les négociations Calibri. Vous voyez quelque chose qui n'existe pas parce que vous voulez le voir. Peut-être que cette fille, qui qu'elle soit, vit dans un monde différent du nôtre, un monde pur. Si vous tirez sur ce fil, vous allez détruire toute sa vie. Et pourquoi faire? Une accolade qui ne vous était même pas destinée. » Les mots percutèrent mais plus fort que ne l'avait probablement souhaité. Une accolade qui ne t'était même pas destinée. Alessandro le savait, bien sûr. Elle avait regardé le manteau, pas l'homme qui le portait. Mais, mon Dieu, l'espace d'un instant, il s'était senti comme un retour au bercail, pas comme le cauchemar de quelqu'un. « Je sais ce que je fais, » dit Alessandro. Soupira. « Vous ne m'écoutez jamais quand vous êtes comme ça. C'est pour ça que vous êtes le conseiller, et moi le patron. » Malgré lui, sourit. « C'est juste. Je dirai à Marco de faire une vérification des antécédents, discrètement comme vous l'avez dit. Rien qui ne puisse l'effrayer. Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous pourriez ne pas aimer ce que nous trouverons. » Se dirigea vers l'ascenseur, puis s'arrêta. « Pour tout vous dire, j'espère qu'elle est exactement celle qu'elle semblait être. Une personne innocente et gentille qui a commis une erreur. Parce que, des moments comme ça, des types comme nous n'en ont pas souvent. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Alessandro de nouveau seul. Il retourna à la fenêtre. La pluie avait cessé et la ville scintillait comme du verre brisé. Quelque part dehors, dans un petit appartement qu'il ne connaissait pas encore, cette jeune femme riait probablement de sa gaffe embarrassante à la gare. Elle irait se coucher et oublierait. Alessandro, lui, savait qu'il ne dormirait pas du tout. Il sortit son téléphone et tapa un message à Marco. « Je veux son nom pour le matin. Tout le reste sous 48 heures. Pas de contact. Note. Invisible. » La réponse fut instantanée. « Déjà en cours, chef. » Alessandro rangea son téléphone et finit son scotch d'une gorgée brûlante. Dangereux. C'était dangereux. Avait raison sur ce point.
Mais Alessandro avait bâti un empire sur des risques calculés. Qu'était un de plus? Le dossier arriva à 6h47 du matin, livré par Marco lui-même plutôt qu'envoyé numériquement. Alessandro appréciait que certaines informations ne devraient pas exister en 1 et 0. Il était déjà éveillé depuis des heures, carburant au café et à l'énergie agitée qui suivait toujours les nuits sans sommeil. Son bureau, à domicile, surplombait le parc où des joggeurs faisaient déjà leur boucle matinale, ignorant béatement que l'un des hommes les plus dangereux de la ville les observait depuis 40 étages. Marco posa le classeur en papier craft sur le bureau d'Alessandro. C'était rapide, même pour nos gars. « Qu'avez-vous trouvé » Alessandro tendit la main vers le dossier, mais ne l'ouvrit pas encore. « Exactement ce que vous ne vouliez pas entendre, patron. » L'expression de Marco était sombre. « Elle est pure, douloureusement pure. » Alessandro ouvrit le dossier. La première chose qu'il vit fut une photo, non pas une prise de surveillance, mais un scan de carte d'étudiant. Léa Ferrari souriait à l'objectif avec cette chaleur authentique qui ne savait pas être feinte. Les cheveux noirs attachés, sans maquillage, les yeux plissés au coin. Elle semblait avoir moins de 21 ans, plus heureuse que quiconque travaillant 2 emplois n'avait le droit de l'être. Léa Marie Ferrari, lut Alessandro à voix haute. Hunter College, 3e année, majeure en éducation. Elle veut être enseignante, ajouta Marco, en école primaire. Elle était sur la liste d'honneur chaque semestre, malgré des semaines de plus de 30 heures de travail. Alessandro passa à la page suivante. Dossier d'emploi. The Book Nook, vendeuse à temps partiel, $13 de l'heure. Rosie's All Night Café, personnel de nettoyage, $14 de l'heure. Les 2 emplois dans des arrondissements différents, ce qui signifiait qu'elle dépensait de l'argent en tickets de métro juste pour se rendre d'un travail à l'autre. Elle a une sœur cadette, continua Marco. Mia, 16 ans. Léa est sa tutrice légale depuis 3 ans, depuis le décès de leurs parents dans un accident de voiture sur le pont de Brooklyn. La main d'Alessandro se figea sur la page. Le père était ouvrier du bâtiment, la mère était infirmière. Aucune assurance vie digne de mention. L'appartement qu'il louait est devenu une copropriété juste après leur mort, et Léa n'a pas pu l'acheter. Elle et sa sœur ont déménagé dans un studio dans le Bronx. La voix de Marco s'adoucit légèrement. Pas de casier judiciaire, pas même une contravention de stationnement. Aucune connexion avec aucune famille, aucune heure, ou qui que ce soit d'autre. Elle n'a même jamais mis les pieds dans un casino. Alessandro étudia l'adresse, Jérôme Avenue. Il connaissait ce quartier, savait que c'était le genre d'endroit où l'on verrouillait sa porte 3 fois et ne se sentait toujours pas en sécurité. Où les sirènes étaient une musique de fond et où l'opportunité était quelque chose qui arrivait à d'autres personnes dans d'autres codes postaux. « Relevé bancaire » demanda Alessandro. Marco changea de poids. « Patron, peut-être devrions-nous… » « Relevé bancaire, Marco. Elle a $847 sur son compte courant. Rien en épargne. Elle a exactement 3 semaines de retard sur sa facture d'électricité, 2 mois sur ses prêts étudiants, et elle esquive les appels d'une agence de recouvrement concernant des dettes médicales liées au dernier séjour hospitalier de sa mère. Marco sortit une autre feuille. C'est la partie intéressante. La dette s'élève à environ $4 300. Pas énorme, mais suffisamment importante pour qu'il soit agressif dans le recouvrement. La mâchoire d'Alessandro se serra. $4 000. Il avait dépensé plus que ça pour une montre qu'il ne portait jamais. Elle se débattait pour une somme dont il ne remarquerait même pas l'absence dans son portefeuille. « Il y a plus », dit Marco doucement. Selon son emploi du temps, elle est à la librairie de midi à 18 heures, puis prend 2 trains pour le café où elle nettoie de 22 heures à 2 heures du matin. 4 heures de sommeil, puis les cours du matin. Tous les jours, patron, du lundi au samedi, et le dimanche, elle le passe avec sa sœur. Il y a une église à quelques pâtés de maison de leur appartement, Saint-Augustin. Elles assistent au service de 11 heures. Ensuite, elle emmène Mia à la bibliothèque ou au parc selon le temps. Chaque dimanche, comme une horloge. Alessandro referma le dossier et se pencha en arrière dans son fauteuil. Le cuir grinça doucement. C'était ce dont S l'avait mis en garde. Cette fille ne faisait pas partie de leur monde. Elle était tout ce que leur monde détruisait. L'innocence, l'espoir, la bonté. Elle s'épuisait à la tâche pour maintenir sa sœur à l'école et de quoi manger sur la table. Elle souriait comme si elle avait une raison de le faire, même quand ce n'était clairement pas le cas. Et il avait ressenti tout cela en un seul et unique câlin. « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, patron » demanda Marco. La procédure standard serait de classer l'affaire et de l'oublier. Elle ne représente aucune menace. Alessandro se leva et s'approcha de la fenêtre.
L'aube se levait sur la ville, peignant tout d'or et de rose, magnifique et fallacieux. Son trajet vers le café, dit-il. Elle passe par la station Lexington? Oui, elle prend le train de 21h15 jusqu'au Bronx, puis fait une correspondance à la 149e rue. À quelle heure arrive-t-elle généralement à Lexington? Les yeux de Marco se rétrécirent. Patron, à quelle heure, Marco? Un long silence, puis vers 21h10. Ça lui donne quelques minutes avant le train. Alessandro vérifia sa montre. Il avait un rendez-vous avec son comptable à 10h, un autre avec les dirigeants de ses entreprises légitimes à midi. Rien qui ne l'obligeât à se trouver près de la station Lexington Avenue à 21h10. Rien, sauf cette fille qu'il avait serrée dans ses bras par erreur et qui avait, d'une certaine manière, fait exploser quelque chose en lui. « Dites à Vincent d'adapter mon itinéraire du soir, » dit Alessandro. « Je veux passer par la station Lexington vers 21h. Patron, c'est la direction opposée. Je n'ai pas demandé de conseil de navigation, Marco. J'ai dit « ajuster l'itinéraire ». L'expression de Marco passa de l'inquiétude à la confusion, puis à la résignation, avant de se fixer sur l'acceptation. « Et si elle vous voit? Elle ne me verra pas. » Alessandro retourna à son bureau et glissa le dossier dans son tiroir, le verrouillant. « Je veux juste m'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Ce quartier n'est pas sûr à 2h du matin. Nous pourrions la faire suivre par quelqu'un, professionnel. Elle ne s'en rendrait jamais compte. » Non. La voix d'Alessandro fut ferme. Personne ne l'approche. Personne ne la suit chez elle. Je serai juste dans les parages, c'est tout. Marco l'observa un long moment. Vous savez que c'est de la folie, n'est-ce pas? Notez. Vous êtes Alessandro Moretti. Vous ne fréquentez pas les gares et vous ne vous souciez certainement pas que des étudiantes rentrent en toute sécurité. Apparemment, maintenant, si. Marco secoua la tête, mais ne put tout à fait cacher son sourire. Vous vous ramollissez, patron. Dites ça à qui que ce soit, et vous découvrirez exactement à quel point je suis mou. Je n'y songerai même pas. Marco se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour tout vous dire, elle a l'air d'une bonne personne, le genre qui vous rappelle que tout le monde dans cette ville n'est pas pourri. Après le départ de Marco, Alessandro ressortit le dossier et regarda la photo de Léa. Léa Marie Ferrari. Non plus seulement une fille, mais une personne réelle avec une vie réelle et de vrais problèmes qui n'avaient rien à voir avec lui. Le plus intelligent serait de l'oublier, de classer cela et de passer à autre chose. Mais Alessandro n'était pas arrivé là où il était, en faisant toujours ce qui semblait le plus logique. Il était arrivé là en suivant son intuition, et chaque parcelle de son être lui chuchotait que cette jeune femme, si chaleureuse, si authentique, malgré ses difficultés, portait une importance particulière. Il lui fallait juste en percer le mystère. 3e jour. Alessandro s'était persuadé que le hasard seul avait conduit sa voiture à travers la station de Lexington à 21h12, et que ce même hasard lui avait fait jeter un œil par la vitre teintée, apercevant Léa se presser à travers la foule, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Elle semblait épuisée. Même à 15 mètres, la lassitude transparaissait dans chacun de ses gestes. « Continue » intima-t-il à Vincent, son chauffeur. Mais le lendemain soir, ils étaient revenus à 21h10, et le surlendemain aussi. Au 3e soir, Alessandro cessa de prétendre à la coïncidence. Il s'installa sur un banc près du kiosque à journaux, vêtu d'une veste noire simple et d'un jean, loin des costumes coûteux de leur première rencontre. Aucun garde du corps pour l'escorter. Juste un navetteur parmi tant d'autres, en attente de son train. Léa passa à moins de 3 mètres de lui, son téléphone collé à l'oreille. « Mia, je t'ai dit non, tu ne peux pas aller chez Sarah un soir d'école. » Sa voix dénotait une patience admirable, malgré la fatigue. Je me fiche que sa mère ait dit oui. Je dis non parce que tu as un examen de géométrie demain, et que tu as à peine révisé. Je t'aime aussi. Je serai à la maison vers 2h30. Il y a des restes de lasagne dans le frigo. Elle raccrocha, s'affala contre un pilier, fermant les yeux un instant. Alessandro la regarda prendre 3 inspirations profondes, redresser ses épaules, esquisser un sourire discret avant de se diriger vers son quai. Il se demanda si elle s'autorisait parfois à ne plus sourire, si elle admettait jamais sa propre lassitude. Son téléphone vibra. Un message de Marco. « Tout va bien, patron, tu ne réponds pas aux emails. » Alessandro coupa le son de son appareil. 4e jour. La compagnie d'électricité ne fut pas facile à fléchir. « Je suis désolé, monsieur, » dit la représentante au téléphone, « mais nous ne pouvons accepter de paiement pour le compte d'une tierce personne, sans autorisation dûment signée. » Alessandro s'y était préparé. La titulaire du compte est Léa Ferry, 28 47 Jérôme Avenue, appartement 4B.
Le solde est de 287 $. Je suis son... Il marqua une pause. Oncle. Elle est trop fière pour demander de l'aide, mais je ne peux pas supporter de savoir ma nièce et sa sœur à une coupure près de perdre l'électricité. C'est très aimable de votre part, monsieur, mais mademoiselle Ferry doit nous autoriser. Très bien, je paierai anonymement via votre système de paiement tiers. Vous proposez cette option, n'est-ce pas, pour les cadeaux? Un silence. Nous le faisons, oui. Parfait, je m'en occupe immédiatement. Merci. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester davantage et demanda à son comptable de procéder au paiement via 3 sociétés écrans distinctes, intraçables. Le même après-midi, Alessandro passa un autre appel. Cette fois au superintendant de l'immeuble de Léa, un certain Eddie Torres, qui, selon les recherches de Marco, était un joueur invétéré et devait de l'argent à une bande du Queens. « Monsieur Torres, dit Alessandro d'un ton agréable, je crois comprendre que vous gérez le 2847 Jérôme Avenue. Qui est à l'appareil? Quelqu'un qui peut faire disparaître votre dette si vous faites quelque chose de très simple pour moi. » 10 minutes plus tard, Eddie accepta de faire réparer immédiatement l'unité de chauffage défectueuse de l'appartement 4B, sans frais pour la locataire. Il lui dirait que c'était un problème d'entretien de l'immeuble, qui aurait dû être réglé des mois auparavant. Alessandro ressentit une étrange satisfaction en raccrochant. C'était cela, le pouvoir. Pas celui, violent, avec lequel il avait grandi, mais celui qui pouvait changer la vie de quelqu'un sans que cette personne n'en sache jamais rien. 5e jour. Alessandro aurait dû rester dans la voiture. C'était la stratégie la plus judicieuse. Observer de loin, s'assurer qu'elle montait dans son train en toute sécurité, puis partir. Mais il avait vu l'homme ivre trébucher vers elle sur le quai, et quelque chose en Alessandro s'était figé, devenant froid et coupant. Léa lisait un roman de poche défraîchi, attendant son train, lorsque l'homme s'approcha. Un homme d'environ 45 à 49 ans, l'odeur du whisky émanant de lui à 6 mètres de distance. « Hé, chérie !» bredouilla l'ivrogne, se penchant trop près. « Qu'est-ce que tu lis ?» Léa s'écarta. « Rien, excusez-moi. »« Ne sois pas comme ça, hein. J'essaie juste d'être amical. » Il lui saisit le bras. Alessandro était déjà en mouvement, avant même d'avoir pris une décision consciente. Mais Marco et Tony furent plus rapides. Ils apparurent de chaque côté de l'ivrogne, comme des fantômes surgissant de la fumée. La main de Marco se referma sur le poignet de l'homme, sans violence, mais avec juste assez de pression pour faire haleter l'ivrogne et relâcher Léa. « Il est temps de partir, » dit Tony d'une voix posée. « Le poste de dégrisement est agréable à cette période de l'année. »« J'ai rien fait. »« Tu as touché la dame alors qu'elle te disait de l'excuser. Ça, c'est quelque chose. » Marco le guida fermement vers les escaliers. « Allons, on va te chercher un café et une cellule de garde à vue. » Ils disparurent avec l'ivrogne entre eux, laissant Léa les regarder, confuse. Elle jeta un regard autour d'elle, cherchant peut-être qui les avait envoyés. Mais Alessandro s'était déjà fondu dans la foule. De sa position derrière une colonne de soutien, il la regarda monter dans son train en toute sécurité, le livre de poche serré contre sa poitrine, ses yeux scannant toujours le quai. Dans la voiture, après, Marco se glissa sur le siège avant. « C'était de justesse, patron, elle a failli vous voir. »« Elle vous a reconnu ?»« Je ne crois pas. Nous n'étions que 2 gars qui séparaient un ivrogne. Ça arrive tout le temps ici. » Marco se tourna sur son siège. « Mais patron, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tôt ou tard, elle va remarquer le schéma. » Alessandro savait que Marco avait raison. 3 nuits de suite, désormais, il avait été à la station, la facture d'électricité mystérieusement payée, le chauffage réparé, l'ivrogne éliminé avec une précision chirurgicale. « Elle a eu une vie assez dure, » dit Alessandro doucement. « Je ne fais qu'équilibrer un peu les chances. Vous vous y attachez. Je suis prudent. Ce n'est pas la même chose. » La voix de Marco était douce mais ferme. « Vous savez ce que S dirait. » Alessandro le savait. S dirait qu'il était imprudent, que le fait de s'attacher à cette fille était une faiblesse, que dans leur monde, s'attacher entraînait la mort. Mais Alessandro avait passé 15 ans à ne se soucier de personne, à l'exception de sa sœur et de S. 15 ans de mouvements calculés, de relations stratégiques et de maintien de chacun à distance. Léa Ferry l'avait serré dans ses bras par erreur, et d'une certaine manière, cet accident lui avait rappelé ce que c'était que d'être humain. « 1 semaine de plus, » dit Alessandro. « Je veillerai sur elle pendant 1 semaine de plus, je m'assurerai qu'elle est stable, puis je me retirerai. » Marco n'avait pas l'air convaincu, mais il hocha la tête. 1 semaine de plus. Cette nuit-là, Léa rentra chez elle pour trouver un mot d'Eddie, le super, glissé sous sa porte.
Il avait réparé son chauffage, en précisant que c'était un problème d'entretien du bâtiment qui aurait dû être réglé des mois auparavant. Il s'excusait pour le retard. Elle fixa la note un long moment, puis la facture d'électricité sur son comptoir, qui n'affichait plus de solde impayé. « Bizarre !» marmonna-t-elle, mais elle était trop épuisée pour remettre en question cette bonne fortune. Elle espéra seulement que cela durerait. 6e jour. L'annonce crépita à travers les haut-parleurs de la station à 21h18. En raison d'une activité policière à la 86e rue, tous les trains en direction du sud sont retardés indéfiniment. Nous nous excusons pour le désagrément. Un grognement collectif parcourut la foule. Les navetteurs sortirent leur téléphone, appelant patron, baby-sitter et toute personne qui les attendait. Alessandro observa depuis sa position habituelle, près de la colonne Léa, vérifier son téléphone, son visage affichant de la déception. Elle tapa rapidement, probablement un message à sa sœur, puis s'affaissa sur l'un des bancs métalliques qui bordèrent le quai. Alessandro aurait dû partir. Vincent l'attendait dans la voiture. Il avait des rendez-vous tôt le lendemain. Il n'y avait aucune raison de rester, mais ses pieds le portèrent quand même vers le banc. Il s'assit à l'extrémité opposée, laissant une distance respectueuse entre eux. Marco et Tony se positionnèrent à proximité, essayant, sans succès, d'avoir l'air décontracté. Alessandro capta l'expression de Marco entre l'incrédulité et l'inquiétude. Pendant 5 minutes, aucun d'eux ne parla. Léa fit défiler son téléphone, jetant occasionnellement un coup d'œil aux voix vides. Alessandro fit semblant de lire des emails, mais il l'observait surtout du coin de l'œil. Elle semblait différente de près, plus jeune, peut-être. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait masquer, et sa veste arborait une petite déchirure près du col, soigneusement recousue. Mais lorsqu'elle sourit à quelque chose sur son téléphone, probablement un message de sa sœur, cela transforma tout son visage. « Excusez-moi, » dit Léa soudainement. Le cœur d'Alessandro battit plus vite. « Oui. Savez-vous si les retards durent généralement longtemps ?» Elle désigna le quai vide. « Je ne prends cette ligne que depuis quelques mois. Ça dépend de la situation. » Alessandro garda sa voix neutre, désinvolte. L'activité policière peut signifier n'importe quoi, de 20 minutes à 2 heures. « Génial, » soupira-t-elle, mais il n'y avait pas de réelle colère dans sa voix, juste une acceptation lasse. « Ma sœur va me tuer. J'avais promis de l'aider avec ses devoirs de géométrie en rentrant à la maison. Vous travaillez tard ? Équipe de nettoyage dans un café du Bronx. Glamour, n'est-ce pas ? » Elle le dit avec un humour autodérisoire, sans amertume. La bonne nouvelle, c'est que personne ne vous dérange à 2 heures du matin. La mauvaise nouvelle, c'est tout le reste. Malgré lui, Alessandro sourit. Ça a l'air difficile. Ça paie les factures, principalement. Léa inclina la tête, l'étudiant. Vous me dites quelque chose. On sait déjà... Ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu, vous êtes le type. Le pouls d'Alessandro s'accéléra. Le type de la semaine dernière. Je vous ai serré dans mes bras par erreur. Ses joues rougirent. Je croyais que vous étiez mon frère. Je suis toujours mortifié par ça. Ne le soyez pas d'ailleurs. Une erreur honnête. Vous avez été vraiment gentil. La plupart des gens auraient paniqué. Elle sourit timidement. Vos amis avaient clairement l'air prêts à paniquer. De l'autre côté du quai, Marco se déplaça inconfortablement. Tony avait la main près de sa veste, l'instinct prenant le dessus, même s'il n'y avait pas de menace. Ils sont protecteurs, dit Alessandro avec prudence. Risque professionnel. Qu'est-ce que vous faites ? La question resta suspendue dans l'air. Alessandro l'avait répondu 1000 fois, avec 1000 mensonges différents. Import-export, immobilier, conseils financiers, des mensonges techniquement vrais, mais qui passaient à côté de toute la vérité. Les affaires, dit-il finalement, des trucs ennuyeux. Ça ne peut pas être si ennuyeux si vous avez besoin de garde du corps. Une rencontre fortuite et ses répercussions inattendues. Intelligente, elle l'était assurément. Un sourire, je crois bien l'avoir esquissé. Un bon point. Disons simplement que mon domaine est plutôt compétitif. Mystérieuse, la jeune femme, Léa, replia les jambes sous elle sur le banc, cherchant à s'installer plus confortablement. Je m'appelle Léa, au fait. Puisque nous nous sommes déjà enlacés, autant se connaître, non ? Alessandro hésita. Son véritable nom était dangereux, il craignait qu'il ne soit reconnu. Pourtant, mentir lui répugnait. Alex, dit-il, une version suffisamment proche de la vérité. Enchanté de faire ta connaissance, Alex. Elle lui tendit la main. Alessandro la serra. Sa main était menue dans la sienne, rugueuse de son labeur, mais chaude.
Il la retint une demi-seconde de trop avant de la relâcher. « Alors, qu'est-ce qui t'amène à Lexington Station à 9h20 un jeudi ?» demanda Léa. « Mis à part des affaires mystérieuses, je ne faisais que passer. C'est mon trajet habituel. » Une vérité partielle. C'était devenu son trajet habituel, mais pas pour les raisons qu'elle aurait pu imaginer. « Eh bien, la chance me sourit alors. Je peux m'excuser en personne de t'avoir bousculé la semaine dernière. » Elle marqua une pause. « Ai-je chiffonné ton manteau ? Il avait l'air cher. »« C'est bon. Vraiment, tant mieux, parce que je n'aurais absolument pas pu te le remplacer. » Elle rit, mais une pointe de vérité sous-tendait son humour. « Je vis sur un budget ramen et ris jusqu'à ce que mes prêts étudiants arrêtent de dévorer ma paie. Je suis à l'université, Hunter, en 3e année de spécialisation en éducation. » Son visage s'éclaira en prononçant ces mots. « Je veux enseigner à l'école primaire, en 2e ou 3e année, idéalement à cet âge où ils pensent encore que l'apprentissage est magique, tu sais. » Alessandro, lui, ne savait pas. Il avait abandonné l'école à 16 ans pour aider son père. L'école était une chose qui arrivait aux autres. « Ça semble gratifiant, » dit-il à la place. « Ça le sera si je survis aux 2 prochaines années. » Léa consulta de nouveau son téléphone. « Ma sœur me harcèle pour savoir quand je rentre. Elle a 16 ans et se croit adulte, mais elle a toujours peur de dormir quand je ne suis pas là. C'est toi qui t'occupes d'elle ? » Après la mort de nos parents, oui, cela fait 3 ans maintenant, expliqua-t-elle avec une indifférence presque clinique, comme si elle avait répété cette phrase si souvent que la douleur s'était émoussée en une simple plainte. Il n'y a plus que nous, mais ça va. Nous nous sommes débrouillés. Et Alessandro savait ce que se débrouiller signifiait, d'après les informations qu'il possédait sur elle. Cela impliquait d'avoir 2 emplois, de sauter des repas et de veiller jusqu'à 4 heures du matin pour aider à un devoir de géométrie. Cela signifiait tout sacrifier pour que sa sœur puisse avoir une vie normale. « Elle a de la chance de t'avoir », dit Alessandro à voix basse. Léa le regarda, vraiment, et son expression changea. « C'est gentil de ta part, c'est vrai. » Pendant un instant, ils restèrent assis dans un silence confortable. La station bourdonnait autour d'eux. Annonces, bruits de pas, conversations lointaines, mais dans leur petit cocon sur le banc, tout semblait immobile. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais, » dit enfin Léa. « Comment ça ? Quand je t'ai vu la semaine dernière, tu avais l'air si sérieux, intimidant, honnêtement, mais tu es en fait plutôt facile à aborder. » Elle sourit. « On dirait que tu es humain sous toute cette énergie d'homme d'affaires mystérieux. » Si seulement elle savait à quel point elle se trompait. Les haut-parleurs crépitèrent. Service rétabli sur les trains en direction du sud. Prochain train dans 5 minutes. Léa se leva, ajustant son sac à dos. « Eh bien, Alex, c'était agréable de te parler. Merci de m'avoir tenu occupé pendant le retard. » N'importe quand. Elle se dirigea vers son quai, puis se retourna. « Et si jamais tu passes par là vers 21h un soir de semaine et que tu te sens généreux, le café où je travaille fait un café horrible, mais une tarte incroyable. Rosie's dans le Bronx. La première part est pour moi, tu sais, pour compenser l'agression par étreinte. » Avant qu'Alessandro ne puisse répondre, elle agita la main et disparut dans la foule qui montait dans le train qui arrivait. Marco apparut à son coude. « Boss, qu'est-ce que c'était que ça ?»« Une conversation. Vous ne faites pas de conversation. Vous faites des négociations et des interrogatoires. Apparemment, je fais des conversations maintenant. » Alessandro regarda le train s'éloigner, emportant Léa vers une autre nuit à nettoyer des sols et à rentrer épuisée. « Avez-vous entendu ce qu'elle a dit ? Elle m'a invité à manger de la tarte. C'est un piège. C'est de la tarte, Marco. De la part d'une fille que vous suivez secrètement depuis près d'une semaine. Patron, vous perdez la perspective. Peut-être. » Mais en retournant à sa voiture, Alessandro ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Léa avait souri en parlant d'enseigner aux enfants qui croyaient encore à la magie de l'apprentissage. Il avait oublié que des gens comme ça existaient. Il avait oublié que la magie existait tout court. Jour 7. Alessandro était en train d'examiner des rapports trimestriels lorsque Marco fit irruption dans son bureau sans frapper, ce qui ne lui arrivait jamais. « Nous avons un problème, » dit Marco, téléphone à la main. Tony faisait une surveillance de routine sur la fille. J'ai dit pas de surveillance. Boss, écoutez, il ne la suivait pas. Il vérifiait juste le quartier, s'assurait que rien ne clochait. Marco afficha une vidéo sur son téléphone. Ceci a été filmé il y a 1 heure devant son immeuble. Alessandro regarda les images granuleuses. 2 hommes en costume bon marché coinçaient Léa contre un mur de briques.
Même sans le son, il pouvait voir sa peur. Il pouvait la voir serrer son sac à dos comme un bouclier. Il pouvait voir l'un des hommes lui pointer un doigt au visage, tandis que l'autre bloquait sa voie de fuite. Qui sont-ils? La voix d'Alessandro était devenue froide et monocorde. Petit gang de prêteurs sur gage du Queens, opération de Jimmy Scales. Apparemment, ils essaient de récupérer les dettes médicales de son père. L'hôpital les a vendus à des agences de recouvrement. Les agences les ont vendus à ces vautours. Mais là combien, Tal? 4000, plus les intérêts qu'ils ont inventés. Mais ce n'est pas le pire. Marco avança la vidéo. Regardez ce qui se passe ensuite. L'homme le plus grand attrapa le bras de Léa. Elle tenta de se dégager. Il la tira plus près, dit quelque chose qui fit pâlir son visage. La main d'Alessandro brisa la coudoir en bois de sa chaise. Boss, mettez Jimmy Scalesi au téléphone. Attendez, boss, Scales n'est techniquement pas dans notre territoire. Si nous, je me fiche du territoire. Je me soucie que 2 de ces loupards mettent leurs mains sur une fille innocente pour une dette qui n'est même pas la sienne. Mettez-le au téléphone ou j'irai à Queens et aurai la conversation en personne. Marco passa l'appel. 10 minutes plus tard, Alessandro avait Jimmy Scales au haut-parleur. Alessandro. Et, à quoi dois-je cet honneur? La voix de Jimmy était empreinte d'une fausse amabilité. Vous avez 2 collecteurs qui travaillent sur Jérôme Avenue. Sont des noms? Ce serait Napoli et Ricky. Pourquoi? Ils vous marchent sur les plates-bandes. Ils harcèlent une étudiante pour les factures médicales de son père décédé. Silence, puis. Oui, eh bien, c'est du business, Alessandro. Le père a signé les papiers. La dette est transférée aux proches. C'est comme ça que ça marche. Le recouvrement. C'est comme ça que marche le recouvrement légal. Vos gars ont posé les mains sur elle aujourd'hui. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas du business. Ce sont 2 adultes qui menacent une fille qui peut à peine payer son loyer. Écoutez, j'ai aussi des factures. Je ne peux pas pardonner toutes les histoires tristes. Combien s'élève la dette avec les intérêts? Environ 6 000 maintenant. C'est réglé. Je ferai transférer l'argent dans l'heure. Vous retirez vos chiens d'aile immédiatement et définitivement. Si j'apprends qu'ils l'ont ne serait-ce que regardé à nouveau, nous aurons une conversation très différente. Une autre pause. Vous payez 6 000 pour une fille au hasard. Nous avons un accord ou non, Jimmy? Oui, nous avons un accord. Je ne savais pas qu'elle était connectée. Elle ne l'est pas, mais elle l'est maintenant. Alessandro mit fin à l'appel et se tourna vers Marco. Faites le paiement de manière anonyme à travers suffisamment de canaux pour qu'il ne puisse pas être retracé jusqu'à nous. Et je veux une confirmation que ces 2 collecteurs ont été réaffectés à un itinéraire différent d'ici la fin de la journée. Reçu. Marco hésita à la porte. Boss, vous savez qu'elle va se demander pourquoi ils ont soudainement disparu. Elle pensera qu'elle a eu de la chance. Parfois, les gens en ont. Pas dans cette ville, pas sans raison. Après le départ de Marco, Alessandro regarda de nouveau la vidéo de surveillance. Il observa le visage de Léa alors que l'homme l'attrapait. La vit essayer d'être courageuse, même si elle était terrifiée. Il avait vu assez de peur dans sa vie pour reconnaître la vraie. Personne ne devrait ressentir cela en rentrant de cours. Jour 8. Son manager au café est un sale type, rapporta Marco le lendemain matin. Un dénommé Denis Kowalski, il lui fait nettoyer les bacs à graisse à chaque service, la met aux pires horaires et, selon les autres employés, il réduit ses heures sur sa fiche de paie. Alessandro leva les yeux de son petit déjeuner. Est-ce qu'on peut le remplacer? Pas sans que ce soit évident, mais la propriétaire du café, Rosie Martinez, est une gentille dame, plus âgée, tient un commerce propre. Si elle savait ce que Denis faisait, elle le virerait sur le champ. Alors, assurez-vous qu'elle le sache. Boss, comment suis-je censé... Vous êtes un gars créatif, Marco. Débrouillez-vous. Alessandro sirota son café. Et pendant que vous y êtes, renseignez-vous s'il y a de meilleurs services disponibles. Des services du matin, peut-être, quelque chose qui ne la fasse pas nettoyer jusqu'à 2 heures du matin. Au jour 9, et Independence, Denis fut congédié après que Rosie eut reçu un courriel anonyme contenant des séquences vidéo de sécurité horodatées, le montrant en train de voler à la caisse et de falsifier les heures des employés. Rosie fut horrifiée, s'excusa auprès de tout son personnel et demanda si quelqu'un voulait changer d'horaire. Léa demanda les services du matin qu'elle obtint à partir de la semaine suivante. Jour 10. Alessandro était assis dans sa voiture devant le café de Rosie à 23h47,
observant par la fenêtre Léa nettoyer les tables pour la dernière fois durant le service de nuit. Elle fredonnait. Il ne pouvait pas l'entendre, mais il le percevait dans la façon dont ses épaules bougeaient. Elle semblait heureuse, plus légère d'une certaine manière. « Tu sais que ça devient excessif, n'est-ce pas ?» Marco s'était glissé sur la banquette arrière sans préavis. Marco m'a tout raconté. Les prêteurs sur gage, le gérant du café, les factures d'eau et d'électricité. Patron, tu ne la protèges plus seulement, tu reconstruis toute sa vie. Je supprime des obstacles. Marco se pencha en avant. Et que se passera-t-il quand elle s'en rendra compte? Quand elle réalisera que toute cette chance n'est pas de la chance du tout? Elle ne le fera pas. Elle est intelligente, Alessandro. Tu l'as dit toi-même. Les gens intelligents posent des questions. Par la fenêtre, Léa riait avec une autre serveuse, essuyant le comptoir. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis des jours semblait s'être allégé. « Regardez-la » souffla Alessandro. « Depuis quand avez-vous vu quelqu'un afficher un tel bonheur à 2 heures du matin en ville ?» S répondit « Ce n'est pas la question, c'est précisément la question. » Elle s'épuise à la tâche pour assurer la sécurité et la nourriture de sa sœur. Elle ne se plaint jamais. Elle agit, c'est tout, chaque jour. Alessandro se tourna vers S. « Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle rêve d'enseigner à des enfants qui croient encore à la magie de l'apprentissage. Quand est-ce que l'un de nous a cru à la magie pour la dernière fois ?» L'expression de S s'adoucit. « Patron, je comprends, vraiment. Mais s'inquiéter pour elle de loin, c'est une chose. Ce que vous faites, effacer ses ennuis, manipuler sa vie, c'en est une autre. Je l'aide. Vous, vous vous impliquez. Et dans notre monde, s'impliquer, c'est la mettre en danger. » Alessandro savait que S avait raison. Chaque action qu'il entreprenait, chaque problème qu'il résolvait pour Léa, la reliait davantage à lui. Et être proche d'Alessandro Moretti représentait le plus grand danger à New York. Pourtant, il l'avait vu menacé par des usuriers, l'avait vu cumuler 2 emplois éreintants pour survivre, l'avait vu sourire malgré l'épuisement parce que sa sœur exigeait sa force. Il ne pouvait pas l'abandonner. « Juste une semaine de plus », déclara Alessandro. « Ensuite, j'arrêterai. » Vous avez dit la même chose la semaine dernière. Cette fois, je suis sérieux. S ne semblait pas convaincu, mais il sortit de la voiture sans ajouter un mot. Alessandro observa Léa jusqu'à la fin de son service. Puis la vit se diriger vers la gare. Marco et Tony la suivaient discrètement pour s'assurer qu'elle rentrait en toute sécurité. Elle allait bientôt commencer son service du matin. De meilleurs horaires, une meilleure rémunération, un trajet plus sûr. Tout cela grâce à lui. Tout cela sans qu'elle ne le sache. Alessandro se persuada qu'il agissait correctement. Il se persuada qu'il pouvait arrêter quand il le souhaitait. Il se persuada de beaucoup de choses cette nuit-là. Aucune n'était vraie. Jour 11. Léa Ferry n'était pas naïve. Ayant grandi à Brooklyn, élevée par des parents qui lui avaient enseigné que rien dans la vie ne s'obtenait sans effort, elle avait d'abord ressenti de la gratitude, puis de l'incompréhension, lorsque sa facture d'électricité avait mystérieusement été annulée. La réparation de son chauffage, après des mois de plaintes, l'avait rendue méfiante, mais la rigueur du froid l'avait empêchée de s'interroger. Le jour où les usuriers qui la harcelaient depuis des semaines avaient soudainement disparu sans explication, un soulagement l'avait envahi, teinté d'une profonde inquiétude. Un coup de chance était possible, 2 relevaient de la coïncidence, 5, c'était tout autre chose. Assise à la bibliothèque de Hunter College, censée étudier pour son examen de psychologie de l'enfant, elle dressait plutôt une liste dans son carnet. Facture d'électricité payée. Comment? Chauffage enfin réparé. Mais pourquoi maintenant? Usurier disparu. On m'a dit que la dette était réglée. Dennis renvoyé. Pris la main dans le sac. Coïncidence opportune. Service du matin. Ouvert juste quand j'ai demandé. Léa tapota son stylo contre le papier. Elle avait appris à gérer chaque dollar, à s'attendre au pire, à anticiper les désastres. Une soudaine bonne fortune ne correspondait pas à sa vision du monde. Cela lui semblait faux, mis en scène, comme si quelqu'un tirait les ficelles en coulisses. Son téléphone vibra, affichant un message de Mia. « As-tu payé mes frais de sortie scolaire? Madame Chun dit que c'est réglé. » Le cœur de Léa fit un bond. Elle n'avait pas payé. Elle avait prévu de réunir les 40 $ la semaine prochaine. Elle attrapa son téléphone et appela l'école. « Hunter, bonjour. Comment puis-je vous aider? »« Bonjour, je suis Léa Ferry, la tutrice de Mia Fair. J'appelle à propos des frais de sortie scolaire scientifique de ma sœur. Elle dit que c'est payé, mais je n'ai pas... Laissez-moi vérifier. Oui, le voilà. Payé en totalité hier.
Donne anonyme via notre fonds de bourse. Oui, nous avons reçu une importante donation spécifiquement destinée aux étudiants en difficulté financière. Votre sœur était éligible. Y a-t-il un problème? Non, non, aucun problème. Merci. Léa raccrocha, les mains tremblantes. Quelqu'un payait ses factures. Quelqu'un résolvait ses problèmes. Quelqu'un l'observait d'assez près pour connaître une dépense de 40 $ pour une sortie scolaire. La question qui se posait était « Qui ?» Ce soir-là, Léa quitta la librairie à son heure habituelle, mais ne se dirigea pas directement vers le train. Elle s'attarda plutôt près de l'entrée, feignant de consulter son téléphone tout en observant la rue. Là, 2 hommes en costume sombre se tenaient près d'un SUV noir garé. Les mêmes 2 hommes qu'elle avait vus devant son immeuble la semaine précédente. Les mêmes qui étaient apparus à la gare quand cet ivrogne l'avait attrapé. Ils tentèrent de paraître décontractés, mais Léa avait grandi dans des quartiers où l'on apprenait à repérer ceux qui n'appartenaient pas au décor. Ces types se distinguaient comme des agents fédéraux lors d'une fête de quartier. Trop alertes, trop professionnels, trop conscients de tout ce qui les entourait. L'un d'eux parla à son poignet comme s'il avait un micro, sécurité ou quelque chose de pire. Le cœur de Léa tambourinait. Elle aurait dû prendre le train, se rendre à son poste, faire comme si elle n'avait rien remarqué. Mais la colère montait en elle. La colère d'être surveillée, d'être gérée, d'être traitée comme si elle était incapable de gérer sa propre vie. Elle les suivit. Ils marchèrent 3 pâtés de maison jusqu'à un café, commandèrent des expressos et s'assirent à une table d'angle. Léa se réfugia dans une librairie en face, avec une vue dégagée à travers la vitrine. Elle les observa pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'une berline noire s'arrête. La vitre arrière s'abaissa. Même de l'autre côté de la rue, Léa reconnut le profil. Alex, le mystérieux homme d'affaires de la gare, l'homme qu'elle avait étreint par erreur, l'homme avec qui il avait été si facile de discuter pendant le retard, l'homme qui, apparemment, orchestrait toute sa vie depuis 1 semaine et demie. L'un des hommes en costume, le plus grand, se pencha vers la fenêtre de la voiture, lui présentant visiblement un rapport. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle voyait Alex écouter attentivement. Elle le vit hocher la tête. Elle le vit remettre quelque chose aux gardes. Une enveloppe, peut-être, ou de l'argent. Léa se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing à l'estomac. Tout, absolument tout. Les factures, les changements d'emploi, la disparition des usuriers. Ce n'était pas de la chance, c'était lui. Elle prit le train en direction de la station Lexington, enregistrant à peine les arrêts. Son esprit était en ébullition, traversé par des questions, de la colère et un sentiment inconfortable de trahison, ce qui était ridicule car Alex ne lui devait rien. Il s'était bon à parler une seule fois, pendant une 20aine de minutes, et il avait semblé sincère, gentil, humain. Au lieu de cela, il l'avait traité comme un projet, comme une œuvre de charité. Au moment où elle atteignit la gare de Lexington, sa colère s'était cristallisée en quelque chose de froid et tranchant. Elle se tenait sur le quai, vérifiant l'heure. 21h12. Si son schéma se maintenait, il ne tarderait pas. Elle n'eut pas à attendre longtemps. La berline noire s'arrêta à l'entrée de la gare. Alex en sortit, non pas en jean et veste cette fois, mais dans un costume coûteux, qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Les 2 gardes le flanquèrent immédiatement. Léa s'interposa directement sur son chemin. Léa. Il s'arrêta, la surprise traversant son visage. « Qu'est-ce que tu... Pourquoi fais-tu ça ?» Et sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu, mais peu lui importait. Les factures, les changements d'emploi, les usuriers qui ont soudainement oublié mon existence. C'était toi, n'est-ce pas? L'expression d'Alex se fit soigneusement neutre. Je ne sais pas de quoi tu... Elle s'approcha et remarqua la tension des gardes. Ne me mens pas, je les ai vus. Elle désigna les hommes en costume. Je les ai vus te faire des rapports. Je les ai vus me suivre pendant des jours, et j'étais trop fatigué pour m'en apercevoir, mais je m'en aperçois maintenant. Léa, si tu me laisses juste expliquer... Expliquer quoi? Que tu as joué au marionnettiste avec ma vie? Que tu penses que je suis un cas de charité qui a besoin d'un homme riche pour surgir et tout arranger? Des larmes de colère piquèrent de ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Je m'occupe de ma sœur et de moi depuis 3 ans. Tout allait bien. Vous étiez menacé par des usuriers pour une dette qui n'était pas la vôtre. Et j'aurais géré ça. Comment? La voix d'Alessandro s'éleva pour égaler la sienne. En vous épuisant à 2 boulots, en sautant des repas pour que votre sœur puisse manger, en espérant qu'ils disparaissent simplement. C'est mon affaire, ma vie. Tu n'avais aucun droit. Sa voix se brisa. Tu n'avais aucun droit de me faire croire que les choses s'amélioreraient enfin quand ce n'était que toi qui jouais à Dieu. Tu as idée de ce que ça fait?
de penser que peut-être les choses tournaient enfin pour découvrir que tout est faux? Ce n'est pas faux. Les problèmes ont disparu. Tu es en sécurité, c'est réel. Mais ce n'est pas mérité, ce n'est pas à moi. Elle recula. Je ne te connais même pas. Nous avons parlé 20 minutes et tout à coup, tu réorganises toute ma vie. Quel genre de personne fait ça? Alessandro ouvrit la bouche, puis la referma. Que pouvait-il dire? Qu'il avait été attiré par sa chaleur? Que son étreinte avait fissuré quelque chose en lui? Que la voir lutter devenait insupportable? Tout cela paraissait insensé. J'essayais d'aider, dit-il doucement. Je n'ai pas demandé ton aide. La voix de Léa était maintenant ferme, froide. Je n'en veux pas. Quoi que ce soit, quoi que tu penses faire, arrête. Laisse-moi tranquille. Je suis sérieuse. Elle se retourna et marcha vers le quai en direction du centre-ville, ses épaules raides de colère. Léa, attends! Elle ne se retourna pas, ne regarda pas en arrière. Alessandro la regarda disparaître dans la foule. Chaque instinct lui criait de la suivre, de la faire comprendre, de réparer ça. Mais la main de Marco sur son épaule l'arrêta. « Laisse-la, patron, elle a besoin d'espace. » Les mains d'Alessandro se serrèrent en poing. Il avait résolu ses problèmes. Il avait rendu sa vie plus facile. Il l'avait protégée. Et d'une certaine manière, il avait tout empiré. Jour 12. Alessandro se tenait à la fenêtre de son penthouse à 21h15, regardant les lumières lointaines de la station Lexington. Il n'y était pas allé. N'y était pas allé depuis que Léa l'avait confronté. « Laisse-moi tranquille, je suis sérieuse. » Ces mots résonnaient en boucle dans sa tête. Derrière lui, S s'éclaircit la gorge. « L'accord du Westchester a besoin de votre signature. » Alessandro ne se retourna pas. « Laissez-le sur le bureau. Patron, ils ont besoin d'une réponse pour demain matin. » Alors, ils l'auront demain matin. S posa les papiers avec plus de force que nécessaire. « Vous êtes là à cette fenêtre depuis 40 minutes. Elle ne veut pas vous voir. Respectez cela. » « Je le respecte. » « Non, vous boudez. Il y a une différence. » S se plaça à ses côtés. « Vous avez fait ce que je vous avais prévenu de ne pas faire. Vous vous êtes impliqué. Tu t'es permis d'éprouver des sentiments et maintenant tu en paies le prix. Je l'ai aidé. Toi, tu l'as contrôlé. » Là aussi, il y a une distinction notable. La voix de C est adoucie. « Écoute, je comprends. Tu as vu quelqu'un de bon et d'innocent, et tu as voulu la protéger, mais elle a raison. Tu n'as pas demandé. Tu as simplement décidé ce qui était le mieux, et tu as agi en conséquence. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la manipulation. Même si tes intentions étaient pures. » La mâchoire d'Alejandro s'est crispée. « Alors, que suggères-tu? Que je l'oublie? Que je prétende ne jamais l'avoir rencontré? » C'est exactement ce que je suggère, pour son bien, autant que pour le tien. Mais Alejandro ne pouvait oublier. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son visage à la gare, la blessure et la trahison gravées sur celui-ci. Il avait passé 15 ans à bâtir un empire fondé sur le pouvoir et le contrôle. Et la seule fois où il avait tenté d'utiliser ce pouvoir pour quelque chose de bien, il avait détruit la seule chose authentique qui l'ait touché en des années. Jour 13. La réunion du matin fut un désastre. Alejandro était assis au bout de la table de conférence, entouré de ses capitaines et lieutenants, tandis que Marco présentait les résultats trimestriels de leurs entreprises légitimes. Des chiffres défilaient sur l'écran. Restaurants, entreprises de construction, contrats de gestion des déchets. « Patron, » dit Marco pour la troisième fois. « Voulez-vous procéder aux négociations syndicales ?» Alejandro cligna des yeux. « Quoi ?» Marco échangea un regard avec S. « Les négociations syndicales pour les équipes de construction. Nous en discutons depuis 20 minutes. »« Ah oui, procédez. Avec quelle offre? L'augmentation de 12%, 12% ou de 15%, 15%. » Alejandro n'en avait aucune idée. Il n'avait pas entendu un mot de la présentation. « Patron, vous vous sentez bien ?» demanda Tony prudemment. « La 15. » Alejandro se leva brusquement. « Marco, termine la réunion. J'ai des appels à faire. » Il est parti avant que quiconque puisse répondre. Dans son bureau, Alejandro a consulté le flux de sécurité qu'il n'était pas censé avoir, celui que Marco avait discrètement maintenu malgré l'ordre d'arrêter la surveillance. Celui-ci montrait l'entrée de l'immeuble de Léa. Elle était partie pour ses cours à 7h45 du matin, et n'était pas encore revenue. Son nouveau service du matin au café commençait à 6 heures du matin le lendemain. Elle évitait ses itinéraires habituels, prenait différents trains, s'assurant de ne pas le rencontrer. C'était intelligent, une forme d'autoprotection.
Cela faisait souffrir la poitrine d'Alejandro. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Isabella. « Tu as encore manqué le dîner du dimanche. Maria a fait ton plat préféré. Tu nous évites ?» Il évitait tout le monde. Les réunions, les dîners, les obligations. Tout semblait vide maintenant. Avant Léa, il se contentait du vide. Il avait bâti une vie autour de cela. Maintenant, le vide le suffoquait. Jour 14, 14. Victor Calibri sourit alors que son adjoint, Franck Rousseau, faisait glisser un dossier sur la table du restaurant. « Tu avais raison », dit Franck doucement, conscient des autres convives de ce restaurant italien haut de gamme du quartier de Little Italy. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Moretti. Montre-moi. » Franck ouvrit le dossier. Des photos de surveillance d'Alessandro à la gare de Lexington de multiples nuits, sous différents angles. Il se montre au même endroit, à la même heure, depuis presque deux semaines, juste immobile à regarder. Regarder quoi? Au début, on pensait qu'il rencontrait quelqu'un, mais il ne rencontre jamais personne. Il attend, puis il part. Victor étudia les photos. Alessandro Moretti était beaucoup de choses. Impitoyable, calculateur, dangereux, mais pas sentimental. Les hommes comme Alessandro ne perdaient pas leur temps à attendre dans des gares sans raison. « Il y a plus », continua Franck. Il sortit une autre photo. Il y a trois nuits, nous l'avons surpris en train d'avoir ce qui semblait être une discussion avec une jeune femme. Âge universitaire, personne d'important. Victor se pencha en avant. Personne d'important? Mais Moretti se disputait avec elle en public, ça ne lui ressemble pas. C'est ce qui a retenu notre attention. Alors, nous avons creusé davantage. Franck produisit un autre jeu de photos. Le nom de la fille est Léa Ferry. 21 ans, étudiante. Travaille dans un café. Aucune connexion familiale que nous puissions trouver. Mais voici le plus intéressant. Moretti a été partout dans sa vie, a remboursé ses dettes, a résolu des problèmes à ses emplois, a fait suivre ses hommes pour la protéger. La protéger de quoi? Rien de spécifique. C'est ce qui rend la chose étrange. C'est comme s'il veillait sur elle sans raison. Victor s'est assis, réfléchissant. Après les négociations tendues de Brooklyn, il y a deux semaines, il cherchait un angle d'approche sur Moretti, une faiblesse, un point de pression. On n'avançait pas dans ce milieu sans exploiter chaque avantage. Et Alessandro Moretti, se souciant d'une étudiante lambda, c'était un sacré avantage. Continue de la surveiller, dit Victor. Je veux connaître son emploi du temps, ses itinéraires, partout où elle va. Si Moretti la protège, il y a une raison. Et s'il y a une raison, nous pouvons l'utiliser. Tu penses puis à passer à l'action? Je pense que Moretti est distrait. Ses capitaines le remarquent. Le bruit court qu'il faiblit. Victor frappa la photo de Léa. Un patron distrait est un patron vulnérable, et je ne suis pas arrivé où je suis en ignorant les vulnérabilités. Franck sourit. Bientôt alors, Victor referma le dossier. En attendant, gardez la surveillance discrète. Je ne veux pas que Moretti sache que nous le surveillons avant qu'il ne soit trop tard. Dans son penthouse, Alessandro a finalement signé les contrats de Westchester à 23 heures, bien après la date limite. S lui avait laissé une note « Tu n'es pas concentré. Trouve ce que tu fais avant que quelqu'un ne soit blessé. » Alessandro savait que S avait raison. Il était distrait, inattentif, vulnérable dans ce monde où cela vous coûtait la vie. Mais savoir et corriger, étaient-ce deux choses différentes? Il a sorti son téléphone et a ouvert un nouveau message à Léa. Son pouce plana au-dessus du clavier. « Je suis désolé. Trop simple. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Trop sur la défensive. Tu avais raison, je n'avais pas le droit d'intervenir. Plus proche, mais toujours pas suffisant. » Il a supprimé le brouillon et a posé le téléphone. Que pouvait-il bien dire pour arranger les choses? Elle lui avait demandé de la laisser tranquille. La chose honorable, la chose juste, était de respecter cela, même si cela le tuait. Alessandro est retourné à la fenêtre, à sa veille, dominant une ville qui semblait soudain vide malgré 8 millions d'habitants. Il ignorait qu'à l'autre bout de la ville, Victor Calibris préparait son prochain coup. Il ignorait que sa distraction avait été remarquée par les mauvaises personnes. Il ignorait que rester loin de Léa, la chose qu'elle lui avait demandée, la chose qu'il essayait de lui donner, était sur le point de devenir la décision la plus dangereuse qu'il ait jamais prise. Tout ce qu'il savait, c'est que pour la première fois en 15 ans, Alessandro Moretti se sentait impuissant, et il n'avait aucune idée de comment y remédier. Matin du 15e jour. Victor Calibris a étalé les photos de surveillance sur son bureau comme une main de poker. Deux semaines d'observation, deux semaines de collecte d'informations.
Deux semaines d'attente du moment parfait. Il n'est pas retourné à la gare depuis trois jours, rapporte Frank, se tenant de l'autre côté du bureau. Pas depuis la dispute avec la fille. Mais il est toujours distrait, dit Victor. J'ai des sources au sein de ses opérations. Il a manqué deux réunions importantes cette semaine. A signé des contrats sans les lire. Son conciliaire a dû le remplacer lors d'un rendez-vous avec les associés Gambino. Alors il est hors jeu. Quel plan? Victor a étudié la photo d'Alessandro et Léa en pleine dispute. Le langage corporel racontait une histoire. Sa main tendue, elle reculant, une émotion authentique sur leurs deux visages. Pas d'affaire, pas de stratégie, quelque chose de personnel. Quand est-ce que Alessandro Moretti a eu quelque chose de personnel pour la dernière fois? Victor a réfléchi à voix haute. Jamais, à ma connaissance. Exactement, pas de femme, pas de petite amie, voit à peine sa sœur. Il a été intouchable parce qu'il n'a pas d'attache. Mais cette fille, Victor a tapoté sa photo. Il a réglé ses dettes, a résolu ses problèmes d'emploi, a fait suivre ses meilleurs hommes comme si elle était une diplomate. Personne ne fait ça à moins de s'en soucier. Alors, on la capture, on l'utilise comme levier. Trop risqué, l'enlèvement amène des ennuis. Nous n'avons pas besoin de l'attention fédérale, d'enquête policière. Victor secoua la tête. Non, nous faisons ça intelligemment. Nous créons une situation où tous deux sont vulnérables. Il a sorti une carte de la gare de Lexington Avenue et l'a étalée sur le bureau. Des marques rouges indiquaient les caméras de sécurité. Des marques bleues montraient les points de sortie. Des marques vertes montraient les angles morts. Cette gare est parfaite, continua Victor. Assez fréquentée pour que le chaos serve de couverture. Assez publique pour que cela semble aléatoire. Nous les frappons pendant l'heure de pointe du soir. Faisons passer ça pour un vol qui tourne mal. Moretti meurt. La jeune femme meurt. Tragique tir croisé. Le NYPD l'attribuera à la violence des gangs ou à un crime aléatoire. Frank s'est penché sur la carte. Moretti n'est pas allé à la gare depuis trois jours. Et s'il ne se montre pas, il y sera. Victor sourit froidement. Parce qu'elle y sera. La jeune femme aussi l'évite, empruntant des itinéraires différents pour l'instant. Mais ses examens se terminent aujourd'hui. Vérifiez le calendrier universitaire. La semaine des finales de Hunter College se termine cet après-midi. Elle reprendra sa routine normale. Victor a tracé un itinéraire sur la carte. Elle quitte le campus vers 17 heures, prend le train nr 6 jusqu'à Lexington. Transfert à son café dans le Bronx. C'est une femme d'habitude. Elle sera de retour. Et Moretti a surveillé cette gare pendant des semaines. Même s'il essaie de rester à l'écart, il ira vérifier. Les hommes comme nous, quand on se soucie de quelque chose, on ne peut pas s'en empêcher. Les yeux de Victor étincelaient. Nous sommes prévisibles de cette façon. Frank a étudié la carte. Combien de tireurs? 4, habillés comme des navetteurs. 2 sur le quai. 2 aux sorties. Nous attendons qu'ils soient de tous les deux là. Lui la regardant de loin, comme il l'a fait. Ensuite, nous passons à l'action rapidement. Nous les abattons tous les deux avant que sa sécurité ne puisse réagir. Ses gardes du corps sont bons. Marco Rizzuli et Tony Bonadetti, anciens militaires tous les deux. Je sais, c'est pourquoi nous utilisons la foule comme couverture. Même les meilleurs gardes du corps hésitent lorsque des civils sont en ligne de mire. Victor a roulé la carte. Nous faisons ça aujourd'hui. Heure de pointe du soir, 18h15, quand le quai est le plus bondé. C'est un peu juste pour la planification. Et plus nous attendons, plus il y a de chances qu'il reprenne le dessus. En ce moment, il est vulnérable, distrait, émotif. Nous frappons tant que la faiblesse est là. Frank a hoché la tête lentement. Et le nettoyage des lieux? Nos hommes se débarrassent de leurs armes, Sarsi 3 endroits différents avant de se disperser dans le réseau du métro. Des véhicules seront prêts à plusieurs stations. D'ici à ce que le NYPD comprenne ce qui s'est passé, où que ce soit, Victor, ce sera des fantômes. Il ferma le dossier. Alessandro Moretti n'est plus de ce monde. Jour 15, après-midi. Léa émergea de son dernier examen avec le sentiment que son cerveau avait été essoré et mis à sécher. Psychologie de l'enfant, 3, dissertation et 50, questions à choix multiples sur les stades de développement et les théories de l'apprentissage. Ça y est, c'était fini. Enfin, à la fin de la semaine des examens finaux. Son téléphone vibra. C'était un message de Mia. Ça s'est passé comment? J'ai survécu, je rentre. Pizza ce soir? Oui, avec beaucoup de fromage, évidemment. On se voit à 7 heures. Léa jeta son sac à dos sur son épaule et se dirigea vers le métro.
Pendant les trois derniers jours, elle avait emprunté un itinéraire plus long, impliquant deux correspondances au Sport Seinster supplémentaires et 40 minutes de trajet en plus, tout cela pour éviter la station Lexington, pour éviter toute chance de croiser Alex ou Alessandro ou quel que soit son vrai nom. Elle l'avait cherché sur Google après leur confrontation. Alessandro Moretti, homme d'affaires new-yorkais. Les résultats avaient été révélateurs, des articles vagues sur l'immobilier et la construction, des textes soigneusement formulés sur ses intérêts commerciaux. Rien d'explicite, mais lire entre les lignes n'était pas difficile. Il n'était pas seulement riche, il était dangereux. Et il l'avait suivi, avait manipulé sa vie, jouant le héros alors qu'elle n'avait jamais demandé à être sauvée. Mais 3 jours s'étaient écoulés. Il avait sûrement compris le message maintenant. Il était sûrement passé à ce que les mystérieux hommes d'affaires faisaient lorsqu'ils n'interféraient pas dans la vie d'une étudiante. Léa se tint à l'entrée du métro, regardant le plan. Le long chemin pour rentrer chez elle prendrait 1 heure. L'itinéraire habituel par Lexington. Inaosi Bestow, 25 minutes. C'était sa station. Elle l'utilisait depuis des mois avant qu'Alex ne se manifeste. Pourquoi devrait-elle continuer à se compliquer la vie à cause de lui? En plus, les examens étaient terminés. Elle avait 4 jours de repos avant que son travail ne reprenne. Le temps de fêter ça avec Mia, de rattraper son sommeil, peut-être de finir ce roman qu'elle essayait de lire depuis des semaines. Les choses revenaient à la normale. Léa descendit dans le métro et se dirigea vers la ligne 6, le train qui l'amènerait à la station Lexington vers 18h15. De l'autre côté de la ville, Alessandro était assis dans son bureau, signant des documents sans les lire, comme il le faisait depuis 3 jours. Marco le regardait avec une inquiétude à peine dissimulée. « Patron, vous devez manger quelque chose. Vous n'avez bu que du café depuis hier. » J'ai dit que j'allais bien, Marco. Son téléphone vibra, un message d'Isabella. « Si tu manques encore le dîner du dimanche, je viens à ton bureau et je te traîne moi-même. Maria prépare le braccio, ton plat préféré. 18 heures. Ne me force pas à te trouver. » Alessandro consulta sa montre. 16h47. Il devrait y aller. Il devrait passer du temps avec sa sœur, faire semblant d'être humain pendant quelques heures, essayer de remettre ses idées en place. Mais son esprit ne cessait de revenir à la station Lexington, à l'emploi du temps de Léa. Ses examens se terminaient aujourd'hui. Reprendrait-elle son itinéraire habituel? Ou l'évitait-elle encore? Il ne devrait pas s'en soucier. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille, mais si ses usuriers revenaient, et si Denis du café avait des amis qui voulaient se venger de l'avoir fait licencier? Et si, patron? La voix de Marco coupa ses pensées. Vous recommencez. Recommence quoi? À penser à la fille. Vous devez laisser ça tranquille. Alessandro savait que Marco avait raison, mais savoir et agir étaient deux choses différentes. Juste une dernière fois, entendit Alessandro. Je vais vérifier la station une dernière fois, m'assurer qu'elle va bien, puis je la laisserai partir. L'expression de Marco s'assombrit. Patron, c'est une mauvaise idée. Vous avez besoin de distance, une rupture nette. Une dernière fois, Marco, c'est tout. Ce qu'Alessandro ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que les hommes de Victor Calibri étaient déjà en position, en attente. Jour 15, soir 18, heure 13 minutes. La station Lexington était bondée. L'heure de pointe du vendredi soir signifiait que chaque centimètre carré de quai était occupé par des navetteurs désespérés de rentrer chez eux. Léa se tenait près d'un pilier, les écouteurs aux oreilles, faisant défiler son téléphone en attendant le train de la ligne 6. Elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Fini les examens, fini le stress, juste une pizza avec Mia et un week-end à ne absolument rien faire. Elle ne remarqua pas les deux hommes en costume qui se positionnaient à 6 mètres. Elle ne vit pas les underseers, deux autres flanquer les sorties. Elle ne sentit pas le danger se refermer sur elle. Alessandro sortit de sa voiture, 18 heures 14 minutes, malgré tous les conseils que Marco lui avait donnés. C'est une erreur, patron, marmonna Marco, balayant la foule avec une paranoïa professionnelle. Vous devriez être chez votre sœur. 5 minutes. J'ai juste besoin de voir qu'elle va bien.
Tony se posta près de l'entrée tandis que Marco restait près d'Alessandro. La foule circulait autour d'eux comme l'eau autour des rochers, les navetteurs trop absorbés par l'idée rentrés chez eux pour remarquer les trois hommes qui se déplaçaient comme des prédateurs. Alessandro la repéra immédiatement, même dans cette foule. Léa se distinguait, son sac à dos jeté sur une épaule, l'air détendu pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Le poids qu'elle portait semblait plus léger. Elle avait l'air heureuse. Bien. C'est ce qu'il avait voulu, qu'elle aille bien. Il devrait partir maintenant. Il avait vu ce qu'il avait besoin de voir, mais ses pieds ne bougeaient-ils pas. L'homme de Victor, déguisé en costume froissé et cravache desserrée, parla doucement dans son micro-revers. Cible 1, sur le quai. Cible 2, vient d'arriver. Entrée nord-est. Position, vint la voix de Victor par l'oreillette. 4 hommes traversèrent la foule comme les requins traversent un banc de poissons. Ce fut rapide. Un instant, Alessandro observait Léa vérifier son téléphone. L'instant d'après, la main de Marco se posa sur son épaule avec une force écrasante. « Pistolet !» Le mot sortit à peine de la bouche de Marco avant que le premier coup de feu ne retentisse dans la station. Le chaos éclata instantanément. Des cris, des gens tombant au sol, d'autres courant aveuglément. Le sac à main d'une femme explosa en une pluie de cosmétiques. Le kiosque à journaux vola en éclats. L'entraînement d'Alessandro reprit le dessus. Il pivota pour se mettre à couvert, la main cherchant son arme. Mais Marco fut plus rapide, dégaine déjà, se plaçant déjà entre Alessandro et le tireur. Puis, Alessandro la vit, Léa figée sur le quai, les écouteurs arrachés, les yeux écarquillés par la terreur. Et derrière elle, traversant la foule paniquée, un homme en costume levait un pistolet directement dans le dos d'Alessandro. L'angle était parfait. La foule se jetant à couvert, le tireur avait une ligne de tir dégagée. Alessandro était exposé, pris entre 2 positions. Le temps ralentit. Marco était engagé avec le premier tireur. Tony était à l'entrée, essayant de se frayer un chemin à travers la foule en débandade. Alessandro dégainait son arme, mais savait qu'il ne serait pas assez rapide. L'homme derrière Léa pointa son arme, et Léa bougea. Elle ne réfléchit pas, n'hésita pas. Elle vit l'homme lever son arme vers Alessandro, vit l'intention dans ses yeux, et son corps réagit avant que son cerveau ne puisse suivre. Elle se jeta sur le côté, percutant Alessandro de tout son poids. Ils tombèrent lourdement, le dos d'Alessandro heurtant une poubelle en métal, qui bascula et roula. La balle du tireur étincela sur le béton où la tête d'Alessandro se trouvait une demi-seconde plus tôt. « Restez terre !» cria Alessandro, couvrant le corps de Léa du sien. Alors que d'autres coups de feu retentissaient, l'arme de Marco aboya. 2 fois. Le premier tireur tomba. Tony avait dégagé l'entrée et neutralisé le deuxième tireur avec 3 tirs précis. Le troisième, 3 hommes armés, voyant ses partenaires à terre, tira sauvagement dans la foule avant que la balle suivante de Tony ne l'atteigne à l'épaule. Il trébucha en arrière et courut vers la sortie de secours. Le 4e, celui qui avait failli tuer Alessandro, réalisa que l'embuscade avait échoué. Il se retourna pour fuir, mais Marco était déjà là, son arme pressée contre la colonne vertébrale de l'homme. « Ne respirez même pas de travers !» grogna Marco. Le silence tomba, brisé seulement par les sanglots et le hurlement lointain des sirènes. Alessandro se releva, protégeant toujours Léa. « Êtes-vous blessé ?» Elle le regarda, respirant difficilement, ses yeux incroyablement grands. « Quoi ? Qu'est-ce qui vient ? Êtes-vous blessé ?» répéta-t-il, ses mains la vérifiant pour le sang, pour les blessures. « Non, je ne le suis pas. » Elle regarda le carnage autour d'elle. 2 corps, le sang s'écoulant sur le quai. Marco tenant un homme sous la menace d'une arme, tandis que Tony sécurisait le périmètre. Les navetteurs recroquevillés derrière des piliers et des bancs, traumatisés et terrifiés. Et Alessandro la regardant avec des yeux qui contenaient 15 ans, 15 de violence. Ce n'est que maintenant qu'elle commençait à comprendre. « Oh mon Dieu !» murmura Léa. « Qui êtes-vous » Alessandro l'aida à se relever, sa main ferme sur son coude, même si son propre cœur battait la chamade. « Nous devons vous faire sortir d'ici maintenant. Ces hommes, ils essayaient de vous tuer. Oui, et vos gens, ils viennent de tirer. » Sa voix se brisa. « Léa, je vous expliquerai tout, mais pas ici. La police arrive. Nous devons partir. » Elle se recula, trébuchant. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait. « Vous n'êtes pas un homme d'affaires. Non, vous êtes... » Elle regarda Marco, attachant efficacement le tireur survivant, Tony parlant rapidement à son téléphone.
coordonnant une sortie, la façon professionnelle dont ils se déplaçaient, la façon dont ils avaient neutralisé quatre hommes armés en moins de 30 secondes. Qu'êtes-vous? Alessandro croisa son regard. Ça ne servait à rien de mentir maintenant. Elle lui avait sauvé la vie. Elle méritait la vérité, même si cela détruisait ce qui avait pu exister entre eux. « Je suis exactement ce que vous pensez que je suis, » dit-il doucement. « Et ces hommes sont venus ici pour me tuer. Mais ils vous auraient tué aussi, juste parce que vous étiez là, parce que quelqu'un pensait que vous comptiez pour moi. » Les mots restèrent en suspens entre eux. « Est-ce le cas ?» demanda Léa, sa voix à peine audible par-dessus le son des sirènes qui approchaient. « Je compte pour vous. » Alessandro voulut mentir, voulut lui dire qu'elle n'était rien, personne, juste une fille qu'il avait aidée sur un coup de tête, voulut la protéger de la vérité. Mais il avait déjà assez menti. « Oui, » dit-il simplement. « C'est ça le problème. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes, de choc, de peur, d'adrénaline, tout la submergeant en même temps. Marco apparut à l'épaule d'Alessandro. « Patron, il faut y aller tout de suite. La gendarmerie de New York est à 2 minutes d'ici. »« Elle vient avec nous, » rétorqua Alessandro. « Patron, elle m'a sauvé la vie, Marco. Ils l'ont vu faire. S'ils rapportent cela à ceux qui les ont envoyés, elle sera une cible. Elle vient avec nous. » Alessandro se tourna de nouveau vers Léa, adoucissant sa voix. « Je sais que tu m'as dit de te laisser tranquille. Je sais que tu me détestes en ce moment, mais ces hommes sont venus ici à cause de moi, et maintenant tu es impliqué, que tu le veuilles ou non. S'il te plaît, laisse-moi te protéger jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » Léa regarda le sang sur le quai, les passants effrayés, sa vie telle qu'elle la connaissait s'effondrant autour d'elle. Puis, elle observa Alessandro, le regardant réellement, au-delà du costume coûteux et de sa dangereuse réputation. Elle vit l'homme qui avait pris tant de précautions pour ne pas l'effrayer, qui l'avait protégée même quand elle lui avait demandé d'arrêter, qui la regardait maintenant comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « D'accord, » murmura-t-elle. Alessandro fit un signe de tête à Marco. « Amène-la à la voiture, je vous rejoins juste après. » Alors que Marco guidait délicatement Léa vers la sortie, Alessandro jeta un dernier regard au chaos qu'il laissait derrière eux. Victor Calibris avait agi et avait échoué. Cependant, ce n'était qu'un début. 17e jour, 2h47 du matin. Le refuge se trouvait à Westchester, une modeste maison coloniale nichée sur trois acres de terrain boisé. Rien de tape à l'œil, rien qui ne trahisse une planque mafieuse, juste un endroit tranquille où des hommes dangereux se retiraient lorsque la ville devenait trop chaude. Léa était assise sur un canapé en cuir dans le salon, enveloppée dans une couverture que quelqu'un avait déposée sur ses épaules. Une tasse de thé, intacte, reposait sur la table basse. Elle la fixait depuis 20 minutes, observant la vapeur s'élever et se dissiper. Alessandro se tenait près de la fenêtre, une main appuyée contre l'encadrement, scrutant l'obscurité extérieure. Marco et Tony étaient postés à différents points d'entrée. Sal était arrivé il y a une heure et passait des appels dans la cuisine, coordonnant les réponses et gérant les conséquences. Le silence entre Alessandro et Léa s'était étiré si longuement qu'il était devenu une présence à part entière dans la pièce. Finalement, Léa brisa le silence. « Ma sœur, je dois appeler ma sœur. »« C'est déjà réglé, » répondit Alessandro sans se retourner. Sal lui a parlé. Il lui a dit que tu aidais une amie en urgence et que tu resterais chez elle ce soir. Elle va bien. « Vous avez fait appeler ma sœur de 16 ans par un inconnu au milieu de la nuit ?» s'indigna-t-elle. « Aurais-tu préféré que je ne fasse rien, que je la laisse se demander où tu étais ?» Les mains de Léa se crispèrent sur la couverture. « Je veux lui parler moi-même. » Alessandro se détourna enfin de la fenêtre. Il paraissait exténué. C'était la première fois qu'elle percevait la moindre faille dans son impassible façade. « Ce matin, quand tu sauras quoi dire, quand tu auras digéré ce qui s'est passé. Et que s'est-il passé exactement ?» La voix de Léa monta en intensité. « Parce que je viens de voir des gens se faire tirer dessus. J'ai vu tes hommes tuer deux personnes sans hésitation. Je t'ai vu... » Sa voix se brisa. « Je t'ai sauvé la vie, et je ne sais même pas pourquoi. » Alessandro s'approcha de la chaise en face d'elle, s'asseyant lentement. « Tu m'as sauvé la vie parce que tu es une bonne personne qui agit par instinct. Tu as vu quelqu'un en danger et tu as agi. C'est qui tu es. Ne me dis pas qui je suis. Tu ne me connais pas. Je sais que tu travailles deux emplois pour payer l'école de ta sœur. Je sais que tu veux enseigner à des élèves de 2e année qui croient encore en la magie. Je sais que tu prends soin de tout le monde autour de toi depuis que tu as 18 ans et que tu ne t'es jamais plainte une seule fois.
Alessandro se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je sais que lorsqu'un homme ivre t'a saisi, ton premier instinct a été de désamorcer plutôt que d'aggraver la situation. Je sais que tu t'es excusé auprès de moi pour un câlin. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Léa le fixa. Qu'êtes-vous? Tu sais déjà ce que je suis. Dis-le. Alessandro soutint son regard. Je suis le chef de la famille criminelle Moretti. Je dirige des opérations de Manhattan à certaines parties du New Jersey. La construction, les syndicats de gestion des déchets, certaines entreprises légales et d'autres qui ne le sont pas. Je prends des décisions qui affectent des milliers de personnes. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai blessé des gens qui le méritaient et d'autres qui ne le méritaient probablement pas. Il marqua une pause. Je suis ce que tu appellerais un mafieux, un criminel, un homme mauvais. Alors, pourquoi m'avez-vous aidé? Parce que tu m'as pris dans tes bras. La simplicité de la réponse flotta dans l'air. Léa secoua la tête. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une raison de payer les factures de quelqu'un et de bouleverser toute sa vie. C'est une raison quand tu as passé 15 ans à faire en sorte que les gens te craignent, t'évitent, te traitent comme si tu n'étais fait que de violence et de rien d'autre. Répondit Alessandro d'une voix calme mais intense. Tu m'as pris dans tes bras en pensant que j'étais quelqu'un que tu aimais. Pendant 5 secondes, j'ai ressenti ce que c'était que de valoir la peine d'être manqué, d'être le retour au foyer de quelqu'un au lieu de son cauchemar. Alors, vous avez décidé de jouer à Dieu avec ma vie. J'ai décidé de protéger quelque chose de bon, quelque chose d'innocent. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si humain qu'il la surprit. Tu étais menacé par des usuriers pour une dette qui n'était pas la tienne. Tu te tuais à la tâche parce que le monde ne t'offrait pas d'autre choix. J'avais le pouvoir de régler ça, alors je l'ai fait. Sans me demander mon avis. Sans te demander ton avis, admit-il. Parce que je savais ce que tu dirais. Tu dirais non. Tu insisterais pour t'en occuper toi-même. Tu continuerais à te battre parce que accepter de l'aide te semblerait une faiblesse. Alessandro se pencha en arrière. Tu avais raison d'être en colère. Je t'ai retiré ton autonomie. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas les miennes. Mais Léa, je t'ai observé pendant des jours. T'ai vu sourire malgré l'épuisement. T'ai vu réconforter ta sœur alors que tu tenais à peine debout toi-même. Je ne pouvais pas simplement partir. Les yeux de Léa brûlèrent. Vous auriez probablement dû, mais je ne l'ai pas fait. Et cette nuit, ce choix a failli te coûter la vie. Les mots s'installèrent entre eux comme des pierres. Ces hommes dans la gare, dit Léa, ils sont venus pour vous, une famille rivale, le clan Calibri. Nous avons des tensions depuis des mois. Ils m'ont vu distrait, ils m'ont vu te regarder et ont décidé d'en profiter. La mâchoire d'Alessandro se crispa. Ils avaient raison. J'étais distrait. J'ai été brouillon. J'ai fait des erreurs, manqué des réunions. Mes hommes l'ont remarqué, mes ennemis aussi, et ils ont frappé quand ils m'ont cru le plus faible. À cause de moi, à cause de ce que je ressentais pour vous. Il y a une différence. Léa serra la couverture plus fort. Je ne vous connais même pas. Tu me connais mieux que la plupart des gens. La voix d'Alessandro s'adoucit. Cette conversation sur le banc pendant le retard du train, c'était réel. C'était moi, pas le patron, pas le criminel, juste un homme parlant à une femme qui lui a rappelé ce que c'était que d'être humain. Léa repensa à cette nuit-là, la conversation facile, la façon dont il avait plus écouté qu'il n'avait parlé, le sentiment de sécurité qu'elle avait ressenti assise à côté d'un inconnu dans une gare bondée. « Vous ne faisiez pas semblant, » dit-elle lentement. « Je n'ai jamais fait semblant avec toi, pas une seule fois. Mais vous avez menti sur qui vous étiez, sur ce que vous étiez. J'ai omis la vérité. Il y a une différence. » Alessandro se leva et retourna vers la fenêtre. « Si je t'avais dit la vérité cette nuit-là, tu aurais fui. Et je ne t'aurais pas blâmé. La plupart des gens fuient quand ils découvrent ce que je suis. Je devrais fuir maintenant. Tu devrais, mais tu ne l'as pas fait. » Léa regarda ses mains, l'écorchure sur sa paume quand elle était tombée contre Alessandro sur le quai, quand elle avait sauvé la vie d'un mafieux sans y penser à 2 fois. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ?» demanda-t-elle doucement. « Et ne dites pas que c'était juste le câlin. » Alessandro resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque d'une émotion qui ressemblait à de la douleur. Une erreur, un câlin. C'est tout ce qu'il a fallu. Il se tourna pour lui faire face. J'ai bâti un empire sur le contrôle et la peur. Je me suis rendu intouchable. Et puis tu m'as pris dans tes bras par accident et tu as brisé quelque chose en moi que je croyais mort. Je n'arrivais plus à ne pas penser à toi. Je ne pouvais pas arrêter de vouloir protéger cette chaleur, cette bonté. Je me suis dit que j'aidais juste. Mais la vérité, il eut un rire amer. La vérité, c'était que j'étais égoïste.
Je voulais faire partie de ta vie, même si tu ne savais pas que j'étais là. Je voulais être la raison pour laquelle quelque chose de bien t'arrivait, juste une fois. » Les larmes ruisselèrent sur les joues de Léa. « Vous êtes fou, complètement. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Je sais. Vous auriez pu simplement m'inviter à prendre un café comme une personne normale. Je ne suis pas une personne normale, Léa. Les gens normaux n'ont pas de rivaux qui tirent dans les gares. » Elle rit, un son larmoyant, légèrement hystérique. « C'est fou. Oui, je devrais partir, retourner à ma vie, oublier tout ça. »« Tu devrais, » acquiesça Alessandro, « et je veillerai à ta sécurité. J'aurai des gens qui surveilleront ton immeuble, l'école de ta sœur, partout où tu iras. La famille Calibri saura que te toucher signifie la guerre. Tu seras protégé même si tu ne me revois jamais. » Léa s'essuya les yeux. « Et ça est censé me faire du bien de savoir que des mafieux me suivront pour toujours. Non, c'est censé te garder en vie. » Elle se leva, la couverture glissant de ses épaules. « J'ai sauvé votre vie ce soir. Tu l'as fait. »« Pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça ?» Alessandro la regarda fixement à travers la pièce. « Je ne sais pas. Dis-moi. » Léa n'avait pas de réponse. Elle avait agi par instinct, s'était jetée sur un homme qu'elle avait prié de la laisser seule, risquant sa vie pour quelqu'un qui avait manipulé la sienne. Cela n'avait aucun sens. À moins qu'une partie d'elle-même n'ait su, même alors, que sous les mensonges, le contrôle et le danger, Alessandro Moretti était juste un homme qui avait oublié comment se connecter avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'un câlin accidentel le lui rappelle. « J'ai besoin de temps, » dit enfin Léa, « pour réfléchir, pour digérer tout ça. Prends tout le temps qu'il te faut. Tu es en sécurité ici. Et ensuite tu décideras. Reste dans ma vie de la manière qui te semble juste. Ou pars, et je veillerai à ta protection à distance. » La voix d'Alessandro était calme, mais ses yeux trahissaient un certain désespoir. « Quoi qu'il arrive, Léa, tu n'es plus seule. Que tu le veuilles ou non, tu comptes pour moi, ça ne changera pas. » Léa acquiesça lentement et se dirigea vers la chambre d'amis que Sal avait préparée. À la porte, elle marqua une pause. « Alessandro. »« Oui, merci d'avoir été honnête, enfin, c'est le moins que tu mérites. » Elle referma doucement la porte derrière elle, laissant Alessandro à ses pensées, accablé par le poids de tout ce qu'il venait d'avouer. Pour la première fois depuis une quinzaine d'années, il avait confié la vérité intégrale à quelqu'un. Désormais, il ne lui restait plus qu'à patienter, espérant que cette vérité suffirait. 3 semaines plus tard, la famille Calibri découvrit à ses dépens qu'attaquer le talon d'Achille d'Alessandro Moretti était une erreur fatale. L'opération de Victor fut démantelée en 72 heures, top chrono. Ses entrepôts furent pris d'assaut par des agents fédéraux, mystérieusement informés par des dénonciations anonymes. Ces entreprises légales durent faire face à des vérifications fiscales inopinées. Ces lieutenants clés furent arrêtés en vertu de mandats qui, ignorés stratégiquement pendant des années, avaient soudainement été réactivés. Quant à Victor, le FBI le découvrit dans un entrepôt du Queens, assis devant une table chargée de preuves de racket, suffisantes pour l'envoyer derrière les barreaux pour 20 ans. Il se laissa faire sans résistance, conscient que la prison était une protection plus sûre que de rester dans la rue, à la merci d'Alessandro Moretti. Le message était « on ne peut plus clair », ce qui lui appartenait était sacré. Quoi qu'il en soit, Alessandro avait agi avec une précision chirurgicale. Il avait privilégié les voies légales chaque fois que possible, sollicité ses contacts au FBI et activé des faveurs auprès de juges et de procureurs. Pas de cadavres, pas de violence, juste la destruction méthodique de tout ce que Victor avait bâti. C'était personnel, certes, mais c'était aussi une affaire. Et les affaires, se rappela Alessandro, c'était son domaine d'expertise, ce pourquoi il était doué. Lia regagna son appartement après 4 jours passés dans un refuge. Alessandro avait tenu parole. Ses dettes avaient été remboursées par des moyens légaux cette fois, des prêts documentés provenant d'un fonds de bourse d'études bien réel. Pas d'intervention mystérieuse, pas de mains invisibles. Marco et Tony avaient maintenu une surveillance discrète, mais seulement jusqu'à ce que la menace des Calibri se soit neutralisée. Ensuite, ils s'étaient évanouis, laissant Léa reprendre le cours de sa vie, libérée de toute ombre. Elle n'eut plus de nouvelles d'Alessandro, ni appel, ni message, ni rencontre fortuite. Il lui avait accordé l'espace qu'elle avait demandé. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se surprenait à penser à lui constamment. En classe, elle se rappelait la façon dont il l'avait protégée de son corps pendant la fusillade. Au travail, l'honnêteté brute de sa voix lorsqu'il avait admis pourquoi il l'avait aidée. La nuit, elle revoyait leur conversation sur le banc,
avant qu'elle ne sache qui il était, lorsqu'il était juste Alex, un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. « Tu es bizarre ces derniers temps, » observa Mia. « J'ai été normal. Tu regardes beaucoup dans le vide. Et tu souris à des moments aléatoires. C'est effrayant. » Mia fit une pause. « Est-ce lié à cette urgence amicale que tu as eue il y a quelques semaines ? Peut-être. C'est un garçon ?» Lia hocha la tête malgré elle. « C'est compliqué. C'est ce que les gens disent quand c'est définitivement un garçon, » sourit Mia. « Tu devrais l'appeler. » « Je ne sais pas si je devrais. » « Pourquoi pas ? Parce qu'il était dangereux, parce que son monde avait failli la tuer, parce que s'intéresser à lui était irréfléchi, stupide et complètement insensé, mais aussi parce que, lorsqu'elle avait plongé ses yeux dans les siens, dans cet abri, elle avait vu quelque chose de réel sous toute la violence et le pouvoir, quelque chose de brisé qui reconnaissait les fragments brisés d'elle-même, quelque chose qui avait tendu la main de la seule manière qu'elle connaissait. « C'est compliqué », répéta Lia. Alessandro se tenait sur le quai de Lexington Avenue à 21h12, un vendredi pluvieux, exactement 3 semaines après la fusillade. Il était seul, ni Marco, ni Tony, ni garde du corps, juste un homme en manteau sombre, les mains dans les poches, regardant la pluie strier les fenêtres. Il était resté à distance comme promis. Il avait donné à Lia l'espace dont elle avait besoin, s'était concentré sur les affaires, sur la reconstruction de ses forces, sur le fait d'être le patron dont sa famille avait besoin. Mais ce soir, il était revenu là où tout avait commencé. Il ne s'attendait pas à la voir. Elle avait tourné la page, avait probablement oublié le mafieux fou qui avait bouleversé sa vie à cause d'une accolade malencontreuse. C'était bien. C'était ce qu'il voulait. Il était un piètre menteur, même à lui-même. La foule circulait autour de lui, les pendulaires rentrant chez eux, les touristes étudiant des cartes, les adolescents riant dans leur téléphone, des gens normaux vivant des vies normales. Puis, il la vit. Lia se tenait en haut des escaliers, son sac à dos sur une épaule, les cheveux humides par la pluie. Elle balayait le quai du regard, comme si elle cherchait quelque chose, cherchait quelqu'un. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Un instant, aucun des deux ne bougea. Le cœur d'Alessandro tambourinait dans sa poitrine. Il devrait partir, s'en aller, et la laisser vivre sa vie normale. Mais Lia marchait vers lui, lentement d'abord, puis plus vite. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. « Salut, salut. » Sa voix était plus rauque que prévu. « Tu es là ? » ?»« Je le suis. »« Seul ? » ?»« Oui. » Lia hocha la tête, assimilant l'information. « Je viens ici tous les vendredis, à la même heure, depuis 2 semaines. Je me suis dit que tu... » Elle laissa sa phrase en suspens. « Je te donnais de l'espace comme tu l'avais demandé. »« Je sais, mais... » Elle s'approcha. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à l'accolade, à la raison pour laquelle tu m'as aidé. » La poitrine d'Alessandro se serra. « Lia, laisse-moi finir. » Elle prit une inspiration. « Tu as eu tort de manipuler ma vie, tort de prendre des décisions sans demander, tort de penser que tu savais ce dont j'avais besoin, je le sais. Mais tu avais aussi raison sur une chose, j'aurais dit non. J'aurais continué à lutter parce que je suis têtu et fier, et j'ai passé 3 ans à prouver que je n'avais besoin de personne. » Ses yeux brillèrent. « Sauf que j'ai besoin de gens. J'ai parfois besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me voie me noyer et me lance une corde, même si je suis trop fier pour la demander. Tu méritais mieux que des secrets et des manipulations. Je l'ai fait. Je le fais. » Elle s'approcha encore. « Mais je mérite aussi la vérité, et tu me l'as enfin donnée. Le vrai toi, pas le patron ou le criminel. Juste Alessandro. » La pluie tambourinait sur le toit de la gare. La foule se déplaçait autour d'eux comme l'eau autour de rochers. « J'ai sauvé ta vie, » dit Lia doucement. « Tu l'as fait. Tu veux savoir pourquoi ?» Alessandro retint son souffle. « Pourquoi ? Parce que entre cette première étreinte, ce retard de train et tout ce qui a suivi, j'ai commencé à m'intéresser à l'homme qui s'asseyait tranquillement sur un banc et écoutait. L'homme qui me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux. L'homme qui avait oublié comment être humain, jusqu'à ce que quelqu'un le lui rappelle par accident. » Elle franchit la distance restante entre eux. « Je choisis ça, » murmura Lia. « Je te choisis, non pas parce que j'ignore qui tu es, mais parce que je le sais, et je vois qui tu essaies d'être, malgré tout. » Puis elle l'enlaça, son visage pressé contre sa poitrine. Cette fois, ce n'était pas une erreur. Cette fois, Alessandro savait très bien qu'il en serrait. Ses bras se refermèrent lentement, délicatement, comme s'il tenait quelque chose de fragile et d'une valeur inestimable. Autour d'eux, la gare bourdonnait de vie. Annonces, bruits de pas,
conversation. La pluie tombait dehors, transformant la ville en un tableau argenté. Mais pour Alessandro Moretti, tout était immobile. L'accolade qui avait commencé comme une méprise était devenue le prélude à quelque chose de réel, quelque chose qui méritait d'être protégé, quelque chose pour lequel il valait la peine de devenir meilleur. « Bienvenue à la maison », murmura Lia contre son manteau. Cette fois, elle le pensait pour lui, et Alessandro, pour la première fois en 15 ans, se sentit réellement chez lui.